où j'ai des pensées stressantes, ça va m'envoyer des émotions peu agréables et qui vont envoyer un comportement. On ne sait pas d'où ça démarre, mais ça s'entretient. Et du coup, pour travailler sur le stress, on peut travailler sur chacun de ces éléments séparément, sachant que n'importe quel élément agit sur les deux autres. À n'importe quel moment, hein, si vous avez une question, il ne faut vraiment pas hésiter. Faut vraiment pas hésiter. Alors, le stress maintenant, moi je me suis questionné, mais à quel moment chez les jeunes ça peut venir? Moi, j'aime bien prendre ces 5 temporalités-là. Ça peut être très longtemps avant le match. Donc très longtemps avant le match, ça va être les entraînements. Pendant les entraînements, ça peut être aussi avant le match. Donc on va dire avant le match, c'est le dernier entraînement, quoi. Voilà, c'est le dernier entraînement, par exemple. La temporalité peut être juste avant le match, l'échauffement. Donc pour moi, juste avant le match, c'est 2 heures avant, 1 heure avant, 10 secondes avant. Donc allez, on va focaliser ça sur l'échauffement. Après, ça peut être pendant le match. Donc, pendant le match, quart-temps 1, 2, la mi-temps, 3, 4. Et puis ensuite, il y a une dernière temporalité qui est pour moi après le match. On va dire juste après le match. Parce qu'après le match, on va se retrouver longtemps avant le match suivant. Même si au basket, la plupart du temps, on joue toutes les semaines, ce qui est plutôt bien et parfois pas bien, quoi. Pas bien parce que la régulation est difficile, bien, ça nous permet de nous relancer sur un autre projet. Alors maintenant, le stress sur les jeunes, mais moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que c'est réellement sur les jeunes qu'on va limiter le stress? Est-ce que ça ne serait pas finalement sur l'entraîneur? L'entraîneur qui est face au groupe, qui est face à chaque joueur. Moi, ça m'est arrivé très souvent de bosser avec des entraîneurs parce que eux, ils voulaient améliorer, en tant que préparateur mental, ils voulaient améliorer leur performance dans la gestion du groupe, faire moins d'erreurs possibles pendant les coachings, apprendre comment être plus performant dans la communication, dans la gestion pédagogique, on va dire, des séances avec leurs joueurs ou joueuses. Et souvent, ils se sont rendus compte que le vecteur de stress, un vecteur de stress important pour ces joueurs, c'était eux-mêmes. Comprenez bien que le jour du match, si l'entraîneur, il fait un peu la tête, il a des mouvements saccadés, parce qu'il a des pensées, il a peur de perdre, parce que le président, le trésorier est venu lui dire ce soir, il faut gagner. Hein. Il va avoir l'impression qu'il reste lui-même, mais finalement, consciemment ou inconsciemment, le groupe va percevoir qu'il n'est pas tout à fait pareil, sans lui dire. Les joueurs vont percevoir qu'il n'est pas tout à fait le même, sans lui dire, et chacun du groupe et le groupe vont prendre cet état de stress de façon peut-être inconsciente. Du coup, le groupe va se retrouver un peu dans les mêmes pensées que l'entraîneur, dans la même émotion, et puis dans le même comportement. Un peu comme si le match se jouait en fonction de l'humeur, de l'état que nous présente l'entraîneur. Donc pour moi, ça c'est vraiment un élément fondamental. J'ai vu dans d'autres sports sur des médaillés olympiques, sur des médaillables olympiques. C'était quels Jeux olympiques? Peu importe, je crois que c'était Londres. Jeux olympiques de Londres. Un entraîneur d'athlétisme français qui avait 16 médaillables possibles. 16 médaillables, 16 athlètes qui pouvaient aller aux Jeux olympiques. Malheureusement, sur la fin de période hivernale, printemps, le temps n'était pas très chaud, pas très propice à faire des performances, notamment en course. Et en travaillant, il s'est rendu compte que finalement, lui avait une attitude qui n'était pas la même que d'habitude. Parce qu'il s'est dit, mais moi j'ai un groupe de 12, 16 personnes qui peuvent aller au JO, et là pour l'instant j'en ai 0. Et du coup, ça a créé un stress en lui qu'il a transmis à ses coureurs, coureuses. Et finalement, du jour où il a compris que il fallait qu'il reste l'entraîneur qu'il était, c'est pas parce que les conditions de météo étaient pas très bonnes qu'il hésitait à les amener au Portugal ou en Afrique du Sud pour faire des perfs. À partir du moment où il a modifié sa façon d'être face au groupe de façon non consciente, qu'il a conscientisé ça, 1, 2, 3, il a eu 7 athlètes qui se sont qualifiés, qui ont pu accéder aux Jeux olympiques. Donc la position de l'entraîneur. L'entraîneur face aux parents aussi. Si l'entraîneur des jeunes dit bonjour aux parents, comment il leur dit bonjour, comment il se présente à eux. Si l'entraîneur a une position envoie du stress finalement aux parents, les parents vont le renvoyer aux enfants, ça va créer un état de tension, même si personne s'en rend compte. Mais en tout cas, cette capacité de prendre les émotions des autres ou d'être pollué par les autres, passe aussi à travers le stress, quoi. Donc, quelle est la posture de l'entraîneur face aux parents de ces jeunes joueurs?
Et puis les parents aussi, hein. Il n'y a pas que les gamins qui peuvent être stressés. Il y a les parents face au groupe, face à leur enfant, comment, ils étaient dans la voiture, s'ils les ont amenés, comment ils étaient face aux 3-4 gamins qu'il y avait dans la voiture, comment ils sont face au groupe, voilà. Est-ce qu'ils sont eux-mêmes comme d'habitude? Et les gamins, inconsciemment, perçoivent bien le la différence qu'il peut y avoir chez les parents qui côtoient, de temps en temps. Donc tout ça pour dire que il y a aussi les dirigeants, hein. Les dirigeants, face à tout le monde, face à l'entraîneur, face, même sans parler, hein, juste le dirigeant qui vient, qui regarde de façon sévère l'entraîneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui regarde les joueurs ou qui peut carrément leur dire: «Bon, bah, aujourd'hui, on compte sur vous, hein, il y a des spectateurs, c'est le match retour». Bon, voilà, ces petites phrases-là comme ça, hop, ça va remplir le sac de stress que le gamin avait pas envie de remplir, hein, pas forcément. Donc voilà, il n'y a pas que pour moi le joueur qui doit se gérer lui-même, mais il y a tout le staff, toutes les personnes qui sont autour. Et puis après, pour moi, chez les jeunes, il y a aussi la façon dont on va parler de l'équipe adverse. Comment on en parle? «Oh, ils sont forts, ils sont grands, ouais, elles sont grandes, elles sont costauds». Puis il y a une joueuse très à droite à 3 points. Puis il y en a une, elle est inarrêtable en 1 contre 1. Ça y est, on est en train de créer une situation, une perception de la situation, parce que peut-être que cette fille, elle sera absente, hein. Peut-être qu'elle sera pas à droite à 3 points, peut-être que l'autre, elle est grande, elle est costaud, mais elle manque de mobilité. La façon dont les joueurs parlent de l'équipe adverse, joueurs ou joueuses, la façon dont ils parlent de l'équipe, la façon dont ils parlent de chacun des joueurs et la façon aussi dont ils parlent de leur équipe. Ouais, mais nous, notre équipe, à l'extérieur, on a du mal, hein. Nous, quand il fait froid, on n'arrive pas à jouer. Nous, quand on joue avec ce ballon-là, on ne gagne pas. Voilà. Donc, c'est intéressant de se poser la question, comment limiter le stress chez les jeunes joueurs? Mais prenons en compte le fait qu'on est dans une systémie. Il y a le joueur, il y a l'entraîneur, il y a les partenaires, il y a les dirigeants, il y a les parents. Et dans ce système-là, chez les jeunes, moi j'ai vraiment l'impression un gamin jusqu'à 12 ans, 13 ans, c'est essentiellement l'environnement extérieur qui lui pourrit la vie, hein. Les parents, la maison, avec le système de scolaire où on leur pourrit la vie, on leur met du stress. Bon, si cet environnement était tout autre, le gamin, il viendrait jouer 12, 13, 14, même 15 ans, oh, ça serait pas gênant. Mais aujourd'hui, les parents, les entraîneurs, pour moi, sont vraiment vecteurs de stress. Donc voilà, c'est un élément à prendre en compte. Moi, je suis qui quand je vais me présenter alors qu'on a un match hyper important samedi à 15 heures chez nous, devant notre public, devant les parents. Je suis qui? Je suis comment je me sens? Ça nécessite vraiment un questionnement. Alors, après avoir vu rapidement quelques aspects, on va dire, théoriques, sur le stress, quelques orientations que je souhaite donner, maintenant on va venir sur les différentes temporalités. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, sur les 5 temporalités différentes? On commence pour, limiter le stress chez les jeunes basketteurs. Donc là, on commence par longtemps avant le match, on est les entraînements. Alors, oui, si vous jouez toutes les semaines, il y a peut-être que 2, 3 entraînements avant le match, mais on peut considérer que c'est des entraînements pendant le mois, pendant la période de travail, le microcycle que vous mettez en place. Pour moi, il y a un premier élément qui est important, c'est créer un climat motivationnel. Voilà, pour moi, ça c'est vraiment fondamental. Créer un climat motivationnel qui va favoriser l'apprentissage par rapport à la performance, qui ne va pas nuire à la performance, au contraire, mais créer un climat motivationnel où le joueur, la joueuse, a envie de faire il a envie de faire et non pas il a peur de faire parce que s'il rate, il arrête de faire. Donc, pour créer un climat motivationnel, des éléments fondamentaux, c'est attention au jugement social. Est-ce que les joueurs se moquent des autres quand ils ratent un panier et quelles réactions ils peuvent avoir quand il y a une mauvaise passe? Voilà, attention à la façon dont on va juger ce qu'on fait. Il faut que l'ambiance soit bienveillante pour créer ce climat motivationnel. Quelle est l'ambiance dans le groupe? Est-ce qu'il y a un petit groupe qui est en train de se constituer? Est-ce que c'est que des individualités qui se tirent les pattes, qui essaient de s'autodétruire pour récupérer un temps de jeu? Bon, du coup, le climat motivationnel va être plus complexe à créer. Le cadre de travail. Est-ce qu'un cadre précis de travail a été mis en place qui est d'ordre motivationnel? C'est-à-dire que si j'arrive toujours en retard, si je ne respecte pas les règles de vie, ne pas parler aux arbitres, je dis n'importe quoi, ne pas vouloir s'échauffer avec les autres, les valeurs du groupe, bah là on ne s'est pas battu alors que nous on avait dit qu'on avait une valeur de détermination, d'agressivité du début jusqu'à la fin, peu importe le score. Bon, est-ce que ces valeurs, ce cadre, ces règles de vie sont respectées par les parents, hein, donner aussi un cadre pour les parents, parce que
On a vu, enfin moi j'aimais l'hypothèse que les parents ont un impact sur le stress perçu par les gamins. Donc s'il y a un cadre qui est donné pour les parents, bah, ça va favoriser longtemps avant le match que les gamins ne se sentent pas en situation de stress pendant leur séance d'entraînement. Moi, je rêve d'un monde où les parents, peu importe la situation, que l'équipe gagne, que l'équipe perde de beaucoup, de peu, que ce soit un match dit facile, un match compliqué, un match à une équipe équivalente, qui sourit, qu'ils aient toujours la même attitude, toujours un sourire, mais un vrai sourire. Voilà. Et j'aimerais voir l'impact que ça peut avoir pour limiter le stress. Ça, vraiment, je rêverais d'avoir ça, mais c'est tellement compliqué. Autre élément pour créer un climat motivationnel, c'est créer des temps de régulation. Alors, je ne sais pas la fréquence, pas toutes les 6 semaines, bon, ça dépend du niveau, bien sûr, d'entraînement, la quantité d'entraînement, mais créer des temps de régulation pour qu'il y ait un climat motivationnel. Temps de régulation, c'est regrouper l'équipe. Alors, moi, je vous invite plutôt à utiliser ce qu'on appelle le cercle de régulation, donc se mettre en cercle, assis sur des chaises, tout le monde au même niveau, l'entraîneur, le capitaine, les deuxièmes années, les premières années, voilà, en cercle comme ça, pas de table qui nous sépare, et puis prendre la parole, peut-être avec un ballon, j'ai la parole, je lance le ballon à Anthony, c'est à lui de parler, s'il a envie de parler, bon, voilà, utiliser un cercle de régulation pour réguler un peu ce qui se passe, de bien, de pas bien, voilà, ça me semble indispensable pour créer ce climat. Donner du pouvoir aux joueurs. C'est un peu là-dessus qu'on débattait là qu'on échangeait avant de démarrer cette petite information sur le stress. Donner du pouvoir aux joueurs. Est-ce que moi, en tant qu'entraîneur, je suis un totalitaire, je décide de tout, je ne prends pas l'avis des joueurs, ou est-ce qu'au contraire, j'essaie de partager, au regard des capacités cognitives des joueurs, est-ce que j'essaie de partager un peu? Bon, est-ce que la contre-attaque, vous pensez qu'on pourrait la jouer plus que 3 minutes? Voilà, amener le groupe à réfléchir par rapport à nos objectifs, les rendre décisionnaires sur le terrain, parce que finalement, au bout du compte, quand vous avez plus de temps mort, c'est eux qui vont décider sur le terrain, quoi. Plus c'est partagé, plus c'est compris, plus c'est ordonné, compris, partagé, plus les joueurs vont trouver une motivation à mettre en place ce qu'il leur est proposé, puisque ça vient un peu d'eux. La gestion des feedbacks. Alors ça, c'est vraiment... ça, c'est un truc très drôle, hein. Moi, je sais quand je faisais des formations d'entraîneurs, les feedbacks, les retours qu'on donne aux joueurs. Sachant qu'en psychocognitive, on dit qu'il faudrait 7 retours positifs pour effacer un gros retour négatif. Et pour autant, dans toutes les salles de France, dans toutes les activités sportives, voire même dans le monde de l'enseignement, l'éducation nationale, le nombre de retours négatifs qu'on prend dans la tête du matin au soir à l'école et le soir dans les clubs, c'est hallucinant. Donc attention aux retours. On est en fonction des types de personnalités. Certains sont très très fervents de retours négatifs pour le bien du gamin. Et au bout d'un moment, le gamin, ça devient complexe, quoi. Voilà. Donc attention aux retours. Essayons de penser ou essayons de valoriser quand il y a des choses vraiment positives à retourner. Essayons de les matérialiser de façon forte. Connaître ses joueurs, pour moi, c'est fondamental. Mes joueurs à l'école, ça se passe comment? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils ont des passions en dehors du basket? Quand ils réussissent à l'école, comment ça se passe? Quand ça se passe pas bien, qu'est-ce qui peut expliquer qu'il se passe pas bien? Bref, connaître un peu ces joueurs, ces joueuses, de façon à faire un lien entre le basket, entre la vie en dehors, et ça peut aussi passer par les parents, quoi. Voilà, échanger un peu avec les parents, comprendre un peu quelle est la vie, ce qui me permettra de mieux comprendre les réactions que peut avoir parfois le gamin sur le terrain. Les discours collectifs. Donc, pour créer un climat motivationnel, attention aux discours collectifs. Donc, ça doit être... alors, souvent, on les improvise, mais c'est bien quand même de se donner quelques règles. Une, par exemple, quand on fait un retour collectif, donc devant l'équipe, est-ce que c'est utile de faire un retour individuel négatif? De reprocher à une joueuse, toi, c'est inadmissible. Alors, bien sûr, si c'est fait sous contrôle de l'entraîneur, c'est volontaire pour percuter la joueuse, ok, mais attention à ça. De face les discours collectifs, c'est bien que ça reste collectif ou que ça reste positif pour l'individuel, mais aller sur du négatif sur une personne collectivement, ça doit être ciblé, on sait pourquoi on le fait en pleine conscience. Deuxième élément pour moi, donc après le climat motivationnel qui va favoriser la gestion du stress longtemps avant le match,
Deuxième notion pour moi qui est hyper importante après ce climat motivationnel, c'est la fixation des objectifs collectifs et individuels. Je vous rappelle, hein, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, parce que là, ça fait quoi, une demi-heure et je me sens seul au monde, c'est pas facile. Face à mon PowerPoint, j'ai l'impression d'être seul. Mais bon, j'enchaîne. La fixation des objectifs individuels et collectifs. Alors ça, c'est vrai que c'est chronophage. Hein, ça, c'est vraiment chronophage, mais pour moi, c'est fondamental. Alors, distinguons différents objectifs. Les objectifs de résultat. L'objectif sur la fin de saison, c'est de finir dans les 3 premiers. OK, ça, c'est un objectif de résultat. Ça ne dépend pas que de nous. Après, il y a des objectifs de performance. Prendre moins de 70 points par match, par exemple. Voilà, ça, c'est de la performance. On est à mi-chemin entre le résultat et la maîtrise. Ça dépend un peu plus de nous, mais ça dépend aussi des autres. Et puis, la troisième forme d'objectif, les objectifs de maîtrise. Par exemple, toujours revenir en sprintant en défense. Voilà, tout le temps. Ça dépend que de moi, que de mes joueurs, que de mes joueuses, que de mon équipe. Donc, 3 niveaux d'objectifs, résultat, perf, maîtrise. Et souvent, on a tendance à définir essentiellement des objectifs de résultats individuels et ou collectifs. Ensuite, ces objectifs, il faut les décliner à court, moyen et long terme. D'ici la fin de l'année, l'objectif, c'est ça. Par exemple, tant de victoires, tant de points marqués en attaque, tant de rebonds, gagner toujours les rebonds par rapport aux adversaires, donc à ramener bien sûr par rapport au nombre de tirs tentés et de rebonds potentiels. Objectif de maîtrise, à moyen terme, d'ici Noël, c'est, voilà, on va en définir 4-5 collectifs et puis en donner aussi aux joueurs individuellement. C'est vrai que ça prend du temps, ça prend du temps. Ensuite, pour ces entraînements, longtemps avant le match, j'ai envie de dire tout le temps, identifier les réussites, les progrès, les étapes par lesquelles passent les joueurs, par lesquelles passe l'équipe, montrer aux joueurs, aux joueuses qu'on a progressé. Vous vous rappelez, avant on en était là, maintenant on est là. Vous avez avancé, vous avez progressé, chapeau. On a souvent l'habitude d'oublier, de minimaliser les progrès, et par contre de maximaliser les choses qui ne vont pas. Donc soyons honnêtes, essayons de construire des étapes, ce qui n'est pas facile, hein, ça suppose qu'on va didactiser un peu l'apprentissage par rapport aux thématiques abordées. Et puis, quand vous sentez qu'une étape est passée, pof, il faut féliciter les joueurs, leur dire que ce soit concret avec des indicateurs de réussite si possible. Pour favoriser la gestion du stress, eh bien, il va falloir favoriser la maîtrise, les objectifs de maîtrise par rapport aux résultats. Insister chez vos joueurs et joueuses sur ce qui dépend uniquement d'eux et non pas sur ce qui dépend d'eux, des autres, de l'ambiance, de la perception du stress. Voilà. Placer les joueurs sur leurs responsabilités, ce qui dépend d'eux, de leur pied à la tête, sans prendre en compte l'adversaire qui peut être beaucoup plus fort aujourd'hui. Voilà. Uniquement ce qui correspond à eux, ce qui dépend d'eux, et favoriser les objectifs de maîtrise. Accepter l'échec. Voilà, qu'il y ait une réflexion par rapport à l'échec, perdre, pas forcément grave, si on a des objectifs de maîtrise qui ont été plus ou moins atteints. Et attention aux perfectionnistes, hein, ça arrive beaucoup qu'il y ait des joueurs qui soient toujours insatisfaits. Là, j'ai un joueur qui joue dans un club de haut niveau, là, il n'est jamais content de lui, jamais content de lui. On a des articles de journalistes qui disent « quel match ?» mais il n'est jamais content de lui. Voilà. Donc, est-ce que c'est pas nuisible pour sa performance de jamais être content de lui? Le jour où son match sera moyen, pour lui, ça sera un match très très faible. Donc, attention au perfectionnisme. Leur faire remarquer qu'ils ont cette tendance à être perfectionnistes pour mieux gérer des situations stressantes. Troisième élément, toujours longtemps avant le match, favoriser la confiance. Favoriser la confiance. Ça va contribuer à limiter le stress pendant les entraînements. Pour favoriser la confiance, on a besoin d'un climat motivationnel, c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir une ambiance convenable dans l'équipe pour faire. Donc il va falloir favoriser le faire, que le joueur, la joueuse, tente les exercices, qui répètent, qui s'éprouvent, qui prennent des initiatives. Bref, ça va être favoriser l'apprentissage, rater, recommencer, et non pas escompter uniquement la performance. Donc, favoriser le faire, que le joueur prenne le ballon, fasse, qu'il rate. Si c'est dans un climat motivationnel et un climat bienveillant, c'est possible. Mais si par contre le climat motivationnel n'est pas là, si dès que je fais un écran et que je fais faute, et si ça m'est tout de suite reproché avec la peur de l'échec,
la gestion de l'ego, ça va être une catastrophe. Donc, pour favoriser la confiance, eh bien, il faut que les joueuses et les joueurs fassent, mais dans une ambiance bienveillante. Montrer les progrès, les succès vécus, donc ça va favoriser la confiance. La confiance se construit à partir du moment où je tente des choses, où j'ose, et en même temps, je matérialise, parce que j'ai défini des objectifs, que j'avance, que j'ai fait un petit pas par rapport au mois précédent. Faire en sorte que lorsqu'on fait des retours aux joueurs ou aux joueuses, on l'enveloppe un peu comme un sandwich. Là, les sandwichs les plus vendus, ce fameux sandwich au jambon, le jambon est au milieu. Ça va être le truc négatif, et le pain au-dessus et le pain en dessous, ça va être le truc positif. Donc, quand j'ai un message à faire passer sur les points à améliorer, eh bien, je commence par un point positif, et je finis par un point positif. Mon cerveau finit par ce qu'on a dit en dernier. Donc, quand j'ai un truc important à faire passer, je l'enveloppe avec cette technique du sandwich. Ça va favoriser la confiance. Vous voyez, je mets deux retours positifs pour un truc à améliorer. La gestion du climat motivationnel, ça on l'a évoqué, donc sur le point précédent. Longtemps avant le match, on peut utiliser des modèles. Tiens, vous avez vu cette équipe-là, vous vous souvenez comment ils jouent? C'est ça qu'on essaie d'atteindre. Ça me donne un point de repère. Et je peux utiliser aussi de l'imagerie sur les réussites. J'envoie un match à mes joueurs ou à mes joueuses, ou des séquences où on a été très très bon en défense. Ça dure 3 minutes. Regardez ça, voilà, de façon à ce que, pour développer ma confiance, je me vois être actif en défense, je me vois être efficace collectivement en défense. Ça, c'est moi, ça va favoriser la confiance. Je vais avoir ce sentiment de compétence puisque c'est moi que j'ai sous les yeux. Donc, ça peut être intéressant. Donc, attention au choix des vidéos envoyées aux joueurs si vous en envoyez. Feedback, dialogue interne, donc attention pour favoriser la confiance. On peut reprocher certaines choses aux joueurs, mais attention à la qualité du feedback, et puis attention au dialogue interne que peut avoir le joueur, quoi. Ça c'est vraiment important. Si je perçois que le joueur en lui-même il est en train de se parler, mal se parler, bon, comment je peux intervenir? Donc attention au feedback. On a évoqué cette répartition entre les retours négatifs et positifs. Bon, si je les mets sur le résultat, ça risque d'être dramatique. Si je les mets sur la maîtrise, oui, je peux très bien dire à un joueur, attends, mais là tu reviens en marchant, hein, là tu n'es pas revenu à fond. Tiens, on va regarder sur la vidéo, là tu marches. Voilà, ça c'est acceptable en termes de confiance. Insister sur ce qui est contrôlable. Donc, ce qu'on peut contrôler, ce que le joueur peut contrôler, c'est son attitude. Est-ce qu'il sourit? Est-ce qu'il fait la gueule? Est-ce qu'il crie après les arbitres? Comment il s'implique dans le jeu? Il est toujours à fond ou il est souvent à 20%. Les pensées qu'il peut avoir, je vais les percevoir sur son visage. Quand il a des pensées très négatives, il a plutôt un visage fermé. Les réactions qu'il peut avoir, parfois il va se mettre à hurler, il va engueuler ses partenaires. Bon, je ne dis pas que c'est pas bien, mais au moins ça c'est quelque chose qu'on peut contrôler. Et puis les émotions, on voit parfois les joueurs qui sont dépités quand ils sortent, et quand ils rentrent sur le banc, ils envoient toute la détresse du monde, toute la misère du monde aux joueurs, et le joueur qui doit rentrer, ça ne va pas l'encourager beaucoup à rentrer quand il voit son pote qui est d'une tristesse à mourir, quoi. Donc attention à ça, ce qui est contrôlable. Percevoir les croyances limitantes. Alors, pour limiter la confiance, il y a parfois ces croyances qui sont là. Ah ouais, mais ce club, on les a jamais battus. Jamais, jamais, jamais. Alors ça, ces croyances qui sont, on va dire, ancrées dans le cerveau, qui sont des pensées mais profondes, peuvent expliquer qu'à chaque fois qu'on va là-bas, sur la dernière possession, le lancer franc, on va le rater, quoi. On va le rater. C'est tellement fort, ces croyances, qu'eux, ils sont tellement plus forts que nous. Donc attention à ça. On développe des croyances, celles qui sont limitantes, qui peuvent nuire à la performance, du style, nous à l'extérieur on est nul, donc en fin de match quand on mène de 3 points, dès que les autres reviennent au score, de toute manière ma passe je vais la rater, parce qu'on est nul à l'extérieur. Voilà. Donc attention à ces croyances que peut avoir l'entraîneur, les parents, les dirigeants, les joueurs. Et l'idée, c'est pour favoriser la confiance, pour qu'ils puissent mesurer leur progrès, c'est de définir des objectifs spécifiques, alors mesurables. Ce geste-là, je veux que tu l'aies construit d'ici 3 semaines. Réaliste, un truc réaliste. Le petit qui fait 1m40, on ne va pas lui demander d'aller claquer un dunk sous le cercle, ça me semble impossible. Qu'il soit notifié, qu'on les écrive, parce que c'est tellement... Mon cerveau a tellement cette faculté d'oublier ce qui a été dit. Par contre, si c'est noté, je reprends le document et là, il y a des traces temporellement définies. Allez, dans 3 semaines, l'objectif, c'est que tu sois capable de...
Et puis écologique, c'est-à-dire que ces objectifs spécifiques vont pas nuire au groupe. C'est-à-dire que si on demande à un joueur de prendre, par exemple, 15 tirs à 3 points par match, du coup, ça va avoir un impact sur les autres, qui auront peut-être moins envie de lui donner la balle. Comprendre que chaque objectif individuel a un impact sur l'ensemble du groupe. Donc voir si c'est écologique, si c'est acceptable pour les autres aussi. Voilà, donc 3 éléments pour moi qui sont importants pour favoriser la gestion du stress pendant les entraînements. Il y en a bien sûr plein d'autres. On va passer maintenant. Philippe. Ouais. Allez, on coupe. Vas-y, avec plaisir. Non, c'était Moi tout seul. juste pour te demander, qu'est-ce qui te montre qu'un joueur est dans un stress, on va dire, optimum? Quand tu es entraîneur, que tu entraînes une fois le gamin, voire 2 fois, il y a des entraîneurs dans les parts aussi qui ont qu'un entraînement semaine. Mais qu'est-ce qui te montre dans le comportement qu'à un moment donné, un gamin est pas trop stressé, un petit peu quand même, et qui fait que le gamin, voilà, il est dans un stress, un bon stress finalement? Moi j'ai envie de dire, l'entraîneur, la connaissance qu'il a du gamin, c'est-à-dire que il faut rentrer dans l'intime du gamin pour comprendre ses micro-fonctionnements, pour détecter que sur son visage, ah ben lui d'habitude il sourit, là c'est pas le même sourire, il est crispé, d'habitude il sort des blagues, là je le sens. C'est tous ces petits éléments-là qui vont me montrer que là il y a un stress qu'il n'a pas habituellement. Mais après, comme tu le dis, le stress est peut-être positif. Donc finalement, in fine, ça va être sa capacité à rentrer dans le match dès le début, quoi. Est-ce que la première passe, il va la réussir? S'il la rate, comment il est derrière quand il revient en défense? Il commence à bougonner. Ça va être finalement les conséquences de l'action. Pour moi, ça va être ça. Mais je peux le détecter avant. Et c'est, enfin, moi, je me dis pour un entraîneur, c'est complexe parce qu'il y a 20 000 choses à gérer, les arbitres qui rentrent, la stratégie, regarder l'équipe adverse. Quand tu es préparateur mental, tu as que ça à faire. Tu regardes la tête du gamin. Et puis, comme tu connais son fonctionnement, tu sais que quand il fait ça, a priori, il se passe ça à l'intérieur. Mais pour répondre vraiment à ta question, il faudrait demander au gamin. Et comment lui, quelle question tu vas lui poser et comment lui, il va répondre à cette question qu'on ne lui pose jamais. Est-ce qu'il saura expliquer ce qui se passe en lui? Est-ce qu'il saura le décrypter? Est-ce qu'il saura trouver les mots? Donc j'ai envie de dire quelque part, c'est très complexe, quoi, parce que le gamin, il ne saura peut-être pas le décrire. L'entraîneur, est-ce qu'il peut vraiment regarder chaque gamin comme ça? Est-ce qu'il a suffisamment de connaissances de ses joueurs ou de ses joueuses? Pour moi, ça va être le début du match. Voilà. Tu as démarré le match comment? Ouais, non, au début, j'étais très mauvais, j'étais stressé. Ah ouais, tu étais stressé? Qu'est-ce que tu peux me dire? J'avais des pensées, je pensais que j'allais pas réussir. Ça serait plutôt un échange avec lui, mais posteriori, quoi. Mais si, avec l'expérience que vous avez avec les gamins, vous pouvez parfois intervenir, dire tiens, je te sens pas bien, juste ça, ça peut. Et puis voir à l'échauffement, quoi. Vous avez l'habitude de les voir shooter, parfois c'est très, très relâché, très délié, et puis là, c'est plus. Aller chercher les comportements des joueurs, quoi. Dès que ça sort de la normalité, dès que c'est pas la même impulsion, dès que c'est plus saccadé, bon, il se passe quelque chose. Mais après, est-ce que le quelque chose qui se passe va limiter sa perf? Ça, il n'y a que le terrain qui nous le dira. Mais si tu l'as observé 2 fois, moi par exemple, là j'ai un meneur ce qui joue au Mans, là, bon, il est chez les jeunes, lui, à l'échauffement, quand il n'est pas souriant, c'est que l'échauffement se passe pas bien. Voilà. Lui, il faut qu'il soit souriant, qu'il tape dans les mains, qu'il tape dans les fesses. Voilà, pour lui, il a besoin d'aller chercher de l'énergie et il l'a à travers ce dynamisme. Donc, ça peut être un point de repère. L'entraîneur ne le sait pas, mais s'il le savait, il pourrait dire tiens, là, je te sens plus mou. Ah oui, merde, c'est vrai, tu as raison, je suis plus mou. Allez, il faut que je remette un peu de dynamisme. Voilà. Donc, j'ai envie de dire la connaissance des joueurs. Mais réellement, il n'y a que le joueur qui peut le savoir, mais c'est limitant, lui poser la question, quoi. Et c'est pour ça que le préparateur mental peut être hyper important, quoi, parce que lui, il peut décrypter ça, et après, sur un entretien individuel avec le gamin, faire émerger qu'est-ce qui se passe quand le stress est là, parce qu'il n'en a peut-être pas conscience, le gamin, hein. Lui, le stress, c'est pas, il ne sait même pas, quoi. Et du coup, ah ouais, mais tu sais, quand il y a ça qui se passe en toi, c'est peut-être que tu n'es pas très bien, et que du coup, derrière, ta performance est moins bonne. Voilà. À lui de trouver des indicateurs, mais pour ça, plutôt un entretien individualisé, quoi. Ok. Bon, j'espère que j'ai répondu un peu à ta question. En tout cas, ça m'a fait du bien de voir quelqu'un. Je suis plus tout seul avec mon écran. Merci, Anthony. Et j'ai une deuxième question, donc, je suis lancé parce que je vais plus m'arrêter non plus. Lorsqu'on est le stress,
sort en fait des compétences de l'entraîneur. Je prends par exemple l'environnement des fois familial, qui peut être proche aussi du terrain, qui amène ce stress-là. L'entraîneur peut-être peut se sentir démuni, mais est-ce que justement l'entraîneur peut faire quelque chose euh, pour limiter un peu ce stress-là, pour que peut-être le joueur porte attention sur autre chose? Est-ce que l'entraîneur peut faire quelque chose, mis à part peut-être définir un cadre avec les parents? Euh, ju- Jusqu'où s'arrêtent ses compétences, quoi? Ouais, jusqu'où il Ah, peut aller? c'est pour ça que connaître aussi un peu les parents, voir un peu la systémie du gamin. Si le gamin, les parents sont en train de se séparer, enfin je dis n'importe quoi, sont en train de se séparer, le gamin il arrive, il est pas très bien. Bon, alors c'est pas facile de voir le Mm. papa ou la maman dire bah écoutez ouais c'est pas facile je comprends. Alors c'est pas évident parce que tu rentres un peu dans la vie des parents. En tout Mm. cas sensibiliser les parents. Voilà, sensibiliser les parents, même s'ils adorent leurs enfants, ben voilà, leur comportement qu'ils peuvent avoir dans la voiture quand ils les amènent. Bon, et après, c'était un peu, bon, j'avais retiré cette ligne là sur, je trouvais qu'il y avait déjà plein de choses, mais l'idée c'est pendant les entraînements de les occuper pour pas qu'ils se préoccupent, les occuper dans leur cerveau, en leur donnant des pensées utiles à travers les objectifs pour éviter qu'ils se préoccupent sur les parents Mm. qui se séparent, quoi. Tu vois, donc c'est si le gamin, quand il arrive en match, il sait qu'il a des objectifs de maîtrise, ça. Et alors, tes objectifs, c'est quoi? Redonne-les-moi. Ben, il y a ça, des verbes d'action. OK. Et je lui demande pendant l'échauffement de se mettre ça en tête. Ça lui évitera d'avoir comme pensée ouais, mon papa, ma maman. Bon. Mm. Et puis, Ouais. ben, si on sent que le gamin, ben, après, enfin, vous verrez, moi, je vous ferai une proposition sur l'échauffement, leur laisser peut-être des moments qui leur appartiennent, où ils feront peut-être de la respiration pour essayer d'évacuer un stress. Voilà, quoi. Mais c'est vrai que la limite, elle est, aux joueurs Ouais. pro, on leur demande Mm. quand ils arrivent de mettre leur costume et ils se sont séparés de leur conjoint, de leur conjointe, bah voilà, c'est un professionnel, maintenant tu oublies tout et après tu rentreras dans tes problèmes. Un jeune, c'est plus difficile, tu peux moins échanger là-dessus, ça dépend surtout de ses parents, quoi. Ok, Merci merci pour Philippe. ton intervention, ça me réveille. Ouais. Maintenant, on est avant le match, on va dire le dernier entraînement, par exemple. Dernier entraînement, rappeler les objectifs de résultat. Voilà, l'objectif, c'est de gagner 10 points, c'est de bon, performance, maîtrise, collectivement, individuellement, les rappeler, puisque du coup, sur le dernier entraînement, on va remettre ça en application, et le gamin, quand il quittera l'entraînement, il a ça en tête. Donc, ça lui évitera peut-être d'avoir des pensées négatives et de ressentir un stress très important et limitant pendant le match. Les valeurs du groupe, ce qui dépend de nous, de moi, donc sur le dernier entraînement, insister sur ce qui dépend vraiment des joueurs, ben, on va défendre comme des chiens, et peu importe qu'ils soient forts, moyens ou très faibles, tout le monde peut défendre comme des chiens, même si on va se faire passer, ça serait la performance, mais en termes de maîtrise, voilà. Les valeurs du groupe, ce qui dépend de nous, de moi en tant que joueur, ce qui dépend de nous, équipe, et de moi en tant que joueur. L'attitude de l'entraîneur, est-ce que sur le dernier entraînement, l'entraîneur est comme il est habituellement, ou est-ce qu'il y a une petite différence? Ben, il a un peu peur déjà, il leur transmet sa peur, sachant que les émotions sont transmissibles, on se laisse polluer inconsciemment par les émotions, et si vous la ressentez tellement fort, vous aurez beau faire un faux sourire, le gamin, il va la capter inconsciemment, et il rentrera chez lui, il dormira un peu moins bien, et le lendemain, bah, peut-être que ça aura un impact sur sa façon d'appréhender l'échauffement. Donner des vidéos de réussite sur des objectifs de maîtrise, à voir d'ici le match, par exemple. Voilà. Bah tiens, allez, pour vous faire du bien, regardez le dernier match. Bon, je l'ai déjà évoqué, mais ça peut être intéressant après le dernier entraînement, si vous avez une vidéo qui correspond aux objectifs de maîtrise euh, que vous travaillez avec eux. Ça peut être sympa. Du coup, quand le gamin regarde ces vidéos qui sont positives, parce que liées à la maîtrise qui dépend de lui, bah, il ne sera pas en train d'avoir des pensées négatives. Valoriser le positif. Alors là, on peut peut-être mentir un peu. Alors, si vous le faites à chaque fois, ils vont dire ah, mais t'arrêtes pas de me dire que c'est bien, ça fait 5 marchés que je fais. Bien sûr, il ne faut pas se foutre de la gueule du gamin, c'est évident. Mais valoriser. Quand il y a un truc bien, le rendre un peu plus fort, quoi. Et puis repartir sur autre chose. Mais mettre quand même du positif. Essayer, en tout cas, d'en mettre le plus possible. Orienter leurs pensées sur ce qui dépend que d'eux. Quand ils partent sur des allégations, ah ouais, mais les autres, ils sont vachement grands. Eh, toi, tu sais faire quoi, toi? Toi, t'es petit, tu sais faire quoi? Voilà, les ramener à eux pour que ben, ça va développer leur confiance, mais qu'ils ne se projettent pas sur les autres. Se projeter sur les autres, ça n'a aucun impact. C'est une dépense d'énergie inutile. Je me projette sur moi. La gestion du triangle, pensée, émotion, comportement. Quelles sont les pensées qu'a l'entraîneur? Quel est son comportement sur le dernier entraînement? Quelles sont les émotions qu'il ressent? Enfin, ce triangle qu'on a évoqué. Voilà. Plus il est dynamique, plus il est optimiste, plus il envoie de choses positives, plus les gamins vont repartir avec un sac plein de choses
certainement utile pour la nuit qu'ils vont passer avant le match. On passe maintenant juste avant le match, donc sur l'échauffement, donc on va dire allez, que c'est 2 heures avant le match. La gestion du coach. Comment êtes-vous, vous, entraîneur, avant un match, pendant l'échauffement? Posez-vous vraiment cette question. Qu'est-ce qu'on voit de vous quand vous vous déplacez, quand vous parlez, quand vous ressentez ce que vous ressentez? Imaginez ce que les gamins prennent, ce que l'équipe prend, ce que les adversaires prennent aussi. Voilà, donc posez-vous vraiment cette question, vous. Apprenez à vous gérer vous-même. Se gérer soi-même pour les joueurs. Alors, si je sens que je commence à être un peu chaud patate, je sens que mes idées deviennent un peu confuses, je connais mes indicateurs de stress, moi j'ai des mouvements saccadés, j'ai plein de pensées qui me viennent. Bon, peut-être que c'est intéressant de faire quelques respirations pour se calmer, peut-être d'aller aux toilettes si on ne veut pas le montrer. Pendant 2 minutes, je vais faire un peu de respiration. Je peux me remettre les objectifs de jeu en tête avec des mots-clés. Je peux peut-être sourire, mais un vrai sourire. Parce que si je fais un vrai sourire, mon comportement va changer, mes émotions vont changer aussi, quoi. Voilà, donc je peux très bien passer par un comportement pour agir sur l'émotionnel ou sur les pensées. En tout cas, que chacun apprenne à se gérer. C'est un peu d'ailleurs le mot d'ordre de ce qui se passe en NBA aujourd'hui, quoi. Chacun apprend à se gérer. Le coach se gère lui-même, les joueurs apprennent à se gérer eux-mêmes. Différencier différents moments. Alors, pendant l'échauffement, imaginons que ça dure, je sais pas, une demi-heure, 35 minutes, 40 minutes. Tout le monde fait la même chose en même temps. Moi, je vais vous inviter à laisser 5 minutes libres. Mais c'est pas les gamins vont prendre leur téléphone portable, ils vont dehors, ils vont à la buvette, ils vont aux toilettes. Non, c'est 5 minutes collectivement, c'est-à-dire qu'ils sont tous sur le terrain, mais chacun peut avoir des besoins différents. Et l'idée, c'est que pendant ces 5 minutes, si on a qui ont besoin d'être sur le banc pour se calmer, pour relire les objectifs, pour, je sais pas moi, pour faire de la respiration, c'est important. Parce qu'on a l'impression qu'ils s'échauffent tous de la même façon, mais ils ont des besoins différents. Et c'est bien de leur laisser des moments qui leur appartiennent à eux pour gérer peut-être ces moments où ils se sentent c'est un peu compliqué pour eux, quoi. L'action du capitaine, là, pour moi, là, il a un rôle déterminant pour dynamiser peut-être l'équipe, pour justement voir ça. Ceux qui ratent des lay-ups, aller leur dire un petit mot sympa, ah, ma passe était pourrie. Voilà. Là, il y a un vrai travail à faire par le capitaine et aussi beaucoup par l'entraîneur, bien sûr. Donner le 5 majeur assez tôt. Alors, je sais qu'il y a différents discours, mais on a vu que pour favoriser le stress, l'imprévu, donner le 5 majeur assez tôt, ça va retirer du stress. Les besoins du groupe, les besoins de chaque joueur. Donc, mon groupe, moi, pour qu'il soit bon, quelle énergie ils ont besoin d'avoir? Ils ont besoin d'être à 200%, à 180 pulses. Oh non, moi, ils ont besoin d'être plutôt mous. Ah oui, mais lui, il a besoin de sentir tous ses muscles. Vous voyez, la diversité des besoins des joueurs. Le stress, ouais, ils n'ont pas besoin d'être stressés. Ah oui, mais c'est une moyenne, mais chaque joueur. Donc voilà, il y a des joueurs, comme tu l'as dit, Anthony, qui ont besoin d'être plus stressés que d'autres. C'est difficile à prendre en compte. C'est pour ça que ces 5 minutes là, pour se mettre un peu en danger, se faire peur, se calmer au contraire, sont vraiment très utiles. Et puis la concentration. Il y a des gamins, pendant l'échauffement, ils n'ont surtout pas envie de réviser les objectifs, de se remettre dans le match. Ils préfèrent penser aux vacances. Et il y en a d'autres, ils ont démarré 2 heures avant. Bon, ok, donc ça c'est intéressant de comprendre un peu le fonctionnement qui permet aux joueurs d'être efficaces derrière. Donc voilà, quels sont les besoins de mon groupe? Insister sur le collectif pour protéger les joueurs, surtout avec les jeunes. Donc pour moi, dans les salles de sport, il faudrait mettre un rideau au milieu. Parce que chez les jeunes, quand ils s'échauffent, ils n'arrêtent pas de regarder l'équipe en face. Ils disent, oh putain, il est grand lui. Oh, il a l'air hyper adroit. Oh putain, qu'est-ce qu'ils sont forts, ils sautent haut. Là, le match, il est presque joué déjà. Donc ça serait bien d'insister sur le collectif et sur le nous. Nous, qu'est-ce qu'on fait nous? Qu'est-ce qui dépend que de nous? Et parfois, mettre un rideau entre les deux, ça serait pas mal. L'exercice de régulation, s'il y a une tension qui est visible, respiration calmante, voilà, pourquoi pas, pour l'entraîneur, pour les joueurs, on peut leur apprendre ça. Leur donner les axes de jeu, alors des verbes d'action, que ce soit très simple, que ce soit pas une tirade de La Fontaine, là, que ce soit pas les fables de La Fontaine, ce soit des mots-clés, des verbes d'action, et essentiellement des objectifs de maîtrise. Oui, on sait qu'on est là pour gagner le match, mais maintenant, pour gagner le match, quels seraient les axes qu'on a déjà vus aux entraînements? Rappelons-nous ces axes, qu'on les ait en tête. Et ces axes, ils peuvent être collectifs et aussi individuels. On peut aussi construire des routines d'échauffement qui vont limiter l'imprévu, qui vont faire en sorte que les joueurs savent ce qu'ils font, ça les rassure. Bon,
pourquoi pas? Ça peut être une bonne chose de les questionner. Qu'est-ce qui vous semble être pour vous un bon échauffement, sachant qu'il va falloir prendre les individus dans leur spécificité. Voilà pour l'échauffement. Pendant le match maintenant. Alors pendant le match. Moi, j'ai juste mais une vas-y. petite question pour Grand plaisir. pendant l'échauffement. Ouais. Je voulais juste savoir l'exercice de la respiration, en quoi ça consiste, parce que Ouais. des fois, même si l'entraîneur peut parler, peut communiquer avec ses joueurs d'une façon, on va dire, sans stress, avec le sourire et tout, comme vous l'avez dit. Ouais. Si on sent une tension un peu palpable, qu'on peut faire l'exercice de respiration avant le match, on l'articule comment? On les met en cercle, on va dans les vestiaires, on fait comment? Alors, est-ce que ça serait une pratique collective? Ça m'étonnerait qu'ils aient tous envie d'avoir une Eh oui. respiration calmante, tu vois. Mais ça serait plutôt pour moi leur donner des billes à un moment donné, leur dire: «Ah moi aussi quand j'étais joueur, je faisais du rock and roll quand j'étais à l'entre-deux là, j'étais meneur. Putain, si on m'avait expliqué comment me calmer, ça m'aurait évité de balancer la première balle dans les tribunes, quoi». Bon, c'est des sujets qu'on peut aborder, mais quand on voit les joueurs, quand par exemple le joueur a raté complètement le début du match et il était sous l'emprise d'un stress qui l'a bloqué, bah, ça peut être intéressant de lui proposer, lui, tu sais, on pourrait faire de la respiration, je pourrais te montrer, puis sur les 5 minutes où vous faites ce que vous voulez, tu peux aller te cacher dans les toilettes, tu peux retourner au vestiaire et puis tu fais 2-3 minutes de respi, ça pourrait très bien être ça, quoi. Le principe de cette respiration est assez simple, c'est faire une respiration tranquille, mais vraiment tranquille. Donc, par exemple, comme ça, j'inspire doucement, je vais inspirer, 5 secondes. Et je vais faire 7 secondes d'expire tranquillement. Voilà, l'idée, ça va être de faire des inspirations, alors avec les abdominaux, avec le ventre, avec le thorax, faire ça doucement. L'idée en physio, c'est de solliciter le système parasympathique, le stress sollicitant le sympathique. L'idée, ça va être de couper le sympathique, et pour couper le sympathique, on va sur le parasympathique. Donc l'idée est de faire des respirations tranquilles, doucement, en inspirant avec le nez, avec la bouche, peu importe, mais douce, en profondeur et avec une expire plus longue que l'inspire. Donc ça peut être 3 secondes d'inspire, 5 secondes d'expire, 4 secondes d'inspire, 6 secondes d'expire, enfin peu importe, quoi. Et l'idée, c'est de faire ça pendant 2-3 minutes, voilà. Et ça va amener une détente, voilà. Enfin, c'est vraiment l'exercice de base, quoi. Voilà, ils peuvent faire ça. Voilà, et c'est au cas par cas. Ouais, bon, Voilà. pour moi, c'est au cas par cas, ouais, c'est au cas par cas, ouais. Ouais, parce qu'il y en a plein qui disent: «Ah, c'est quoi? Attends, on fait du basket, on fait pas ça, on n'est pas des trompettes, nous». Ouais, bien sûr, c'est au cas par cas. C'est au cas par cas. D'accord. Merci de ta question. Pendant le match, donc la gestion du coach, donc ça, voilà, quelles sont mes pensées, mon comportement? Est-ce que j'ai peur de ce match? Est-ce que j'ai peur de cette équipe? Comment je suis? Quelles sont mes pensées? Est-ce que voilà, c'est compliqué? Ah, mais là, je m'aperçois que j'arrête pas d'hurler après les arbitres, donc j'ai un comportement par rapport aux joueurs. Bon, c'est pas facile, hein, c'est pas facile. Mais ce qui est intéressant, c'est parfois prendre un peu de recul par rapport à ce que vous faites, quoi. Enregistrez-vous, filmez-vous. Et vous allez voir, oh putain, mais qu'est-ce qu'il faut que je change dans mon comportement? Quel impact j'ai? Parce que finalement, la plupart du temps, c'est qu'on n'arrive pas à se gérer et c'est bien légitime. Mais qu'est-ce que je renvoie à mon équipe? Et c'est surtout, en quoi c'est utile pour qu'ils soient performants? C'est ça qui est vraiment la question clé. Donc, apprenez à vous gérer sur tous les cartons, à chaque carton. Se gérer soi-même pour les joueurs, respiration, mes objectifs, le sourire, par exemple, un vrai sourire. Annoncer le plus tôt possible le changement et donner un objectif précis. Alors parfois, vous n'avez pas le choix. Il a pris une 3e faute. Allez, changement, on sort, lui. Hop, allez, vas-y, rentre Pierre. OK. Si vous pouvez anticiper avec cette notion d'imprévu qui favorise le stress, si vous pouvez anticiper, dire écoute, dans 2 minutes, tu rentres, tu vas remplacer Paul, tu joues arrière, tu as vu, tu défends sur le 5, imagine ce que tu vas faire en défense sur les 8. Voilà, juste ça. Alors déjà, le gamin, en termes de stress, là, ça change tout, quoi. Ça change tout. Il ne sait pas au dernier moment, ouais, tu fais ça, machin. Pour anticiper. Philippe? Possible. Ouais, vas-y. Oui, juste par rapport à ce que tu viens de dire à l'instant là, sur le fait d'annoncer très tôt, est-ce que pour certaines personnes, ça peut pas être l'effet inverse? C'est-à-dire, en fait, tu le préviens et en fait, pendant 2 minutes, il va marmonner et justement, on va peut-être déclencher un stress finalement chez ce joueur, qui va faire que quand il va rentrer, il peut paniquer. Alors que si justement on le prévient pas, bim, il arrive sur le terrain, il n'a pas le temps de cogiter. Est-ce que ça, c'est possible ça aussi? Tu as entièrement raison, hein. C'est pour ça que ce métier de préparateur mental, il est fabuleux. C'est que, en fonction des besoins de chacun,
ça va être différent. Mais quand même, sachant que, on va dire, l'élément le plus stressant, où là, l'ensemble des gens sont d'accord avec ça, c'est l'imprévu. Si tu me dis au dernier moment, tu es dans le 5 majeur, ah attends, putain, je ne m'étais pas échauffé, je ne savais pas trop, tu vois. Oh, alors, bien sûr, je ne vais pas te le dire, mais quand tu ne sais pas trop quelle va être ta mission, sur qui tu vas défendre, ça, c'est une vraie source de stress. Mais en même temps, oui, il y en a qui sont plutôt dans le challenge. Et puis, si tu me dis, tu vas rentrer dans 3 minutes, tu vas défendre sur le 5. Oh putain, le 5, il est hyper fort. Oui, effectivement. C'est la connaissance du joueur, quoi. La connaissance du joueur. Mais quand même, plus vous allez leur donner la mission qu'ils vont avoir rapidement, la mission qu'ils vont avoir sur le terrain assez tôt, 1 minute, 2 minutes, parce que pour moi, l'idée, ça serait que le gamin, quand il est sur le banc, eh ben, il anticipe déjà dans une visualisation ce qu'il va faire sur le terrain. Alors, je vais défendre sur lui, il faut que je l'oriente main gauche, donc il faut que je pousse plus sur cette jambe. Ça serait ça l'idée. Alors, bien sûr, si sur le rapport de force, il y a un grand différentiel, bon, ouais, là, je peux créer, ouais, tu as raison. Mais globalement, essayez d'anticiper. Pensez aux joueurs, hein, parce que tu ne te lèves pas le matin et tu n'es pas actif d'un seul coup comme ça, quoi. C'est un peu ça aussi. Ça serait ça, en fait, l'idée de le prévenir 2 minutes avant, mais surtout de lui dire ce qu'il a à faire pour justement. Voilà. Et là justement, le joueur qui stresse, il va moins stresser. Et ben et ça va remplir ce que la il case que tu viens de. sera occupé, c'est-à-dire que pendant 2 minutes, tu as 2 missions, ça et ça. Hop. Et puis, sous-entendu, vois-toi sur le terrain en train de le faire. Comment tu vas faire? Anticipe déjà. Fais marcher ton cerveau pour le faire. Et du coup, ton cerveau, quand tu vas le faire, il va dire, tiens, on l'a déjà fait, assis sur le banc. Ça serait ça, quoi. Si je me mets ces objectifs quand je suis là, au moment du changement, pendant 1 minute, 2 minutes, du coup, j'aurai moins des pensées liées à la peur, puisque je suis en train de me projeter avec cet objectif que tu m'as donné, quoi. Restez dans le présent, ça c'est fondamental. Restez dans le présent. C'est pas parce qu'on a plus 5, plus 10, restez dans le présent. On est là, on reste dans le présent. Ce qui se passera après, on verra après. Pas facile. Donc, en tant qu'entraîneur, hein, pour les joueurs aussi, mais restez dans le présent. N'anticipez pas ce qui peut se passer après. Regardez la magie de notre sport, là, le match Real de Madrid, par exemple, Monaco. La gestion des émotions, attention à la pollution collective. Quand un joueur sort et qu'il fait la gueule, bon, il va envoyer ça à tout le monde. Hein. Tout le monde va faire la gueule derrière. Si un joueur qui sort, il pleure, un autre joueur sort, il pleure, tout le monde pleure sur le banc. C'est comme ça. Attention à ça. Maîtrisons-nous, ce que je vous ai dit à un moment donné, se gérer soi-même. Ok, je suis en colère, mais en quoi est-ce utile de montrer cette colère à l'ensemble de l'équipe? Parfois, la colère, hein, ça permet de réagir, hein, bien sûr, hein, mais en quoi je ne vais pas limiter mes partenaires? Je fais la gueule, je tape dans la main du mec qui rentre, je dis même pas, vas-y, de toute manière, on a perdu. Le gamin qui rentre, il faut qu'il soit fort pour effacer ce truc négatif qu'il vient de prendre. Et ça dépend que de nous, hein, qu'on gagne ou qu'on perde. Voilà, comment je peux apprendre à me gérer moi-même. Celui qui sort reste dans le groupe, donner un mot, taper dans les mains. Donc on peut imaginer que celui qui sort est sorti parce qu'il a fait 2 marchés. Bon, c'est quand même sympa qu'il ne s'assoie pas sur le banc seul, quoi. C'est bien qu'un partenaire lui tape sur la fesse, tape dans la main, mais pas c'était pourri, et que l'entraîneur lui mette un petit mot positif pour qu'il mélange un peu ce pourquoi il est sorti, quoi. Ne pas le laisser se morfondre sur le terrain, sur le banc, quoi, tout seul. Voilà, ça peut être sympa, juste un mot, en tout cas taper dans les mains pour partager, parce que l'idée c'est de partager toutes nos erreurs, quoi. Hein. C'est pas parce qu'il a fait un marché, il a fait marcher parce que la passe était pourrie, parce que on reste tous responsables de ça. Celui qui rate ne reste pas seul, on vient le voir sur le terrain. Donc là, on est sur le terrain. Là, précédemment, c'était le joueur qui sort du terrain. Là, c'est sur le terrain. Par exemple, je viens de faire un marché, mais immédiatement, je dois avoir mon capitaine, je dois avoir un joueur le plus proche qui vient me voir, qui me tape sur les fesses, dit c'est pas grave, viens, on repart, quoi. Voilà. De façon, le stress, c'est une dimension qui s'additionne. Un marché, plus une mauvaise passe, plus un tir raté, allez, ça y est, je dégoupille. Donc l'idée, c'est après un marché, stop, on vient me taper dans les mains, ça fait 0, ça ne va pas faire 1 plus 1 et ainsi de suite. Donc ne jamais laisser seul un gamin sur le terrain. Le coach, le choix de la communication pendant le jeu, souvent, les coachs, on a tendance à donner plein d'infos. Le gamin, il est en train de dribbler, vous lui donnez 3 trucs, mais impossible, il ne peut pas faire plus d'une chose à la fois, pleinement. Donc attention aux consignes. Est-ce que je suis maître de moi-même quand je balance plein de consignes? Les communications au groupe, alors attention au temps mort, mi-temps, utiliser cette technique du sandwich, un truc positif, un truc à améliorer, un truc positif, revenir sur les objectifs de maîtrise, voilà, attention aux communications. Ça, moi je vous invite à construire ces temps morts pour pas détruire les joueurs. Parfois, il faut être ferme pour aller chercher peut-être leur amour-propre, je ne sais quoi, vous les connaissez, ces joueurs, mais attention au discours.
rester sur des objectifs de maîtrise, rester dans le présent, rester positif. Et pour moi, dans un match, il y a 2 matchs. Le premier match, c'est la gestion de soi. Est-ce que le coach, il arrive à se gérer pour rester lucide, faire les bons choix? Est-ce que le joueur, il arrive à se gérer? Est-ce que quand il sort du terrain, alors qu'il a fait marcher, il est furieux, il va sortir en ayant un visage neutre et en tapant dans la main du coach? Et le deuxième match, c'est la victoire. On a gagné ou on a perdu. Mais déjà, c'est la gestion de soi, la gestion du groupe. Moi, très souvent, j'entends un joueur qui dit « Ouais, j'ai pas été bon, mais l'équipe n'a pas été bonne. » Sous-entendu, mais je suis pas bon parce que les autres n'étaient pas bons. Mais ça marche pas, ça. C'est pas parce que... Donc là, il y a une mauvaise gestion de soi. L'équipe n'a pas été bonne. Bon, qu'est-ce que t'en sais? Admettons que ce soit vrai. Mais toi, c'est pas parce que les autres sont mauvais que tu es mauvais. Voilà. Donc pour moi, la gestion de soi, c'est le premier match et le deuxième match, c'est la victoire. Ce qui nous amène à après le match. Alors après le match, qui va être le début d'un nouveau match, mais on va dire qui va être le début d'une nouvelle séquence longtemps avant un match, qui est toujours le même rituel. C'est-à-dire qu'on perde, qu'on gagne, c'est toujours pareil. Les maillots, on les met là, on fait toujours la même chose, on se serre la main, enfin je sais pas, mais toujours le même rituel, qui n'est pas un rituel quand on a gagné, quand on a perdu. Voilà, qu'on se retrouve collectivement, peu importe si on a gagné, si on a perdu. Favoriser le nous à la place du je. Voilà, le nous, le groupe. Voilà, ça, pour moi, c'est fondamental à favoriser, j'ai envie de dire tout le temps, hein, mais à l'issue du match, dans tous les cas, le nous, le nous. Le coach se régule, parce qu'en fonction des matchs, on n'est pas content après l'arbitrage, après ses joueurs. Bon, attention, quand je rentre dans le vestiaire, si je fais le rituel dans le vestiaire, je me régule, je fais quelques respirations. Qu'est-ce que je vais envoyer aux joueurs? Est-ce que je leur envoie ma colère? Est-ce que c'est utile? Ça peut être utile, mais je me régule avant d'envoyer ce que je vais envoyer. Donc, souvent, gestion des émotions, des pensées que je peux avoir, et j'arrive en pleine conscience de ce que je vais dire. Réguler les joueurs aussi si nécessaire au niveau émotionnel. Parfois, les joueurs, ils ont fait un match pourri, c'était une catastrophe. Le gamin, il avait 3 lancers francs à la fin du match, il y avait match nul, il fait 0 sur 3. Il a l'impression que c'est le plus nul, que là, il ne faut pas le laisser partir seul. Hein. C'est dur pour lui. Donc, il faut trouver comment éponger un peu émotionnellement ce qu'il peut ressentir. Voilà. Donc, c'est important de ne pas les laisser partir avec un sac rempli de trucs dégueulasses, quoi. Le débrief. Voilà ce que je vous propose, moi, pour faire un débrief. En 1, demandez aux joueurs le ressenti par rapport au match. Alors, ça peut être un débrief collectif ou individuel. Voilà, qu'est-ce que vous avez ressenti sur ce match? Ressenti. Oh, moi, j'étais en colère quand l'arbitre... et puis quand on est à la fin... Ok, le ressenti. Après le ressenti, le deuxième élément, c'est l'effet du match. Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce qu'on a bien fait en termes d'objectifs de maîtrise? Qu'est-ce qui a moins bien fonctionné? Donc là, on rentre plus dans du factuel. Pas facile, mais rentrons un peu plus dans du factuel. Et ensuite, les enseignements de ce match, par rapport à ce ressenti, par rapport au fait, quel enseignement du match on peut tirer? Qu'est-ce qu'on doit améliorer individuellement ou collectivement? Par exemple, Pierre, toi, par rapport à ta prestation, qu'est-ce qu'il faudrait que tu améliores? Et collectivement. Et quatrième et dernier élément, nos engagements par rapport aux enseignements qu'on a tirés du match. Donc, je ressens quels sont les faits. On va rester le plus possible dans le factuel. Qu'est-ce qu'on peut améliorer individuellement, collectivement, et puis après, on s'engage à quoi? On va s'engager à travailler la contre-attaque. Voilà. Ça, on va s'engager à le faire, à utiliser bien les couloirs, la première passe, la sortie. Voilà, l'engagement. Et du coup, ça devient quelque chose qui aura plus de sens peut-être au prochain entraînement, et on ne sera pas à répéter toujours les mêmes erreurs. Et quand on est en train de faire ça, on fait un débrief positif du match. On n'est pas en train de se dire « j'étais nul, on est à chier, on ne vaut rien ». Voilà, là, c'est quelque chose d'utile. La gestion des parents sur l'après-match, attention, en cas de défaite, en cas de victoire, c'est les champions du monde. Bon, ramener systématiquement les parents sur les objectifs de maîtrise, les trucs qui dépendent de nous. On a gagné, c'est chouette, mais développer peut-être l'idée que si la maîtrise a été atteinte, ça a peut-être plus de valeur que si on a gagné et que la maîtrise était pourrie, quoi. Voilà, donc ramener les parents, contrairement à ce qui se passe à l'école, où il faut avoir des bonnes notes, machin, et qu'on ait travaillé, pas travaillé, c'est pas pris en compte, là, différent, quoi. Pour construire la confiance, de toute manière, il faut s'orienter plus sur les objectifs de maîtrise que de résultats et ou de perf. Puis si jamais, le match a été super, vraiment, les gamins en termes de maîtrise, je sais pas, sur les différents objectifs de maîtrise qu'on s'est fixés collectivement et individuellement sur la plupart des joueurs, c'était une réussite totale. Ça peut être un match de référence et ça peut être intéressant de leur envoyer les séquences où on a vraiment été très fort en attaque, très fort en défense, et puis leur envoyer, leur dire, tiens, allez, tous les soirs, avant de vous endormir sur votre téléphone, allez, regardez ces séquences-là où on a fait ce qu'on apprend depuis 2 mois, regardez.
peut être très, très intéressant, quoi, en ramenant ça aux objectifs sur lesquels on bosse, quoi. Voilà, alors, voilà la vidéo, et après, la conclusion. Moi, j'ai envie de dire que la piste principale pour moi de la gestion du stress chez les jeunes, c'est pas les jeunes, c'est vous les entraîneurs. C'est vous les entraîneurs, pour moi, c'est essentiellement vous. C'est vous qui avez pratiquement toutes les clés. Plus vous arrivez vraiment souriant, en ayant préparé le match avec des objectifs de maîtrise, plus vous envoyez de la confiance, plus vous allez favoriser, et plus vous arrivez à gérer ça sur le match, même quand vous êtes à -20, même quand vous ne savez plus quel choix faire, vous n'arrivez pas à trouver un 5, vous êtes démuni par rapport à la défense qui est proposée. Envoyez de la confiance, voilà, le plus possible. Là, vous serez aidant pour les joueurs. Et puis le stress, c'est vous qui l'aurez, c'est vous qui apprendrez à le gérer. Laissez-les jouer, laissez-les jouer. Alors c'est vrai que c'est d'autant plus dur pour vous parce que vous ne courez pas, hein, pour être passé de joueur à entraîneur. J'ai bien compris que quand on est stressé, le stress somatique disparaît souvent quand on court. Par contre, l'entraîneur, il ne court pas. Le stress somatique reste, et c'est souvent d'ailleurs pour ça que les entraîneurs passent leur temps à hurler, à crier, parce que c'est une forme de course et ça permet de se libérer un peu du stress qu'on a en nous. Voilà, j'ai envie de vous dire, pour vous provoquer un peu, c'est vous le plus grand vecteur du stress chez les jeunes. Donc finalement, ce n'est pas tant le stress chez les jeunes pour limiter, mais c'est apprendre à l'entraîneur à gérer son stress pour éviter de balancer ça avec plein d'amour, j'ai envie de dire, aux jeunes qui l'entraînent. Voilà, et après ce débit, question-échange, voilà, si vous avez des questions, je vais retirer mon truc, comme ça je verrai peut-être un peu plus de monde. Est-ce que je peux le quitter? Voilà, hop, et je reviens là. Voilà, alors je ne sais pas si vous avez des questions. En tout cas, n'hésitez pas. Donc le PowerPoint, je vais le donner à Anthony, et puis moi je reste dispo, hein, si vous voulez échanger, vous aurez mon numéro, il y a mon numéro de téléphone, je crois, sur la première slide, mon adresse mail, et c'est avec plaisir, hein, que je vous répondrai. On peut échanger sur une thématique liée à la prépa mentale. L'aspect technique ne m'intéresse plus beaucoup aujourd'hui. Moi, je vais commencer. Alors, juste, ce ne sera pas une question, ce sera juste renforcer ce que tu as dit par rapport aux objectifs de maîtrise. C'est vrai que les entraîneurs, on est surtout focalisés sur le score, sur l'écart, sur le nombre de paniers qu'on encaisse, sur le nombre de paniers qu'on marque. Et c'est vrai que c'est toujours des vecteurs qui sont vus. Et du coup, on juge une bonne performance sur le terrain par rapport au score. Et c'est vrai que nous, entraîneurs, on a je pense, ce devoir, à un moment donné, d'essayer de retirer un petit peu ça de l'attention des joueurs, et peut-être même des parents, des fois, quand on discute dans une réunion, de bien parler sur des objectifs de maîtrise, comme tu l'as dit, Philippe. Et voilà, là, je relais vraiment ce que tu dis, parce que c'est important. On peut, des fois, comme je dis, perdre de 20 points et gagner de 20 points, faire un très mauvais match, et de perdre de 50 et de faire un très bon match. Et ça existe, voilà, ça existe, on a tous fait, sauf que des fois, le score fait que derrière, on se dit, bon, non, c'est pas si bien que ça. Donc voilà, moi, ma première remarque, c'était ça, c'était renforcer ce que tu disais. Je reviens sur un truc que tu n'as pas abordé, c'était au niveau des lancers francs. Les lancers francs, c'est toujours un petit moment particulier pour les jeunes. Ils adorent ça, et en même temps, ils appréhendent beaucoup. Lorsque les jeunes joueurs arrivent sur leur lancer franc, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place? Ou qu'est-ce que l'entraîneur, en tout cas, peut demander de mettre en place pour, à un moment donné, savoir construire un peu cette routine, on va dire, des lancers francs? Ouais. Alors, encore, pour moi, ça c'est un travail à individualiser. Moi, je travaille beaucoup sur les lancers francs. Moi, je suis abasourdi de voir que la moyenne au lancer franc, c'est 72 ou 75%. En NBA, c'est 83%. Donc, la seule comparaison qu'on peut faire avec la NBA, parce que pour moi, en NBA, ça ne défend pas, donc c'est pour ça qu'ils sont plus adroits, c'est les lancers francs. Là, c'est la même chose que chez nous, même distance. OK, ils sont plus adroits que nous au lancer franc. 83, nous, c'est 73, 75%. Je n'arrive pas à comprendre, et moi le premier quand j'étais joueur, mais qu'on soit aussi peu adroit au lancer franc. Voilà. Donc pour moi, c'est un vrai problème. Alors chez les jeunes, on n'en parle même pas. Je me souviens des minimes en championnat de France, les entraîneurs, ils faisaient faute sur les joueurs, parce qu'au lancer franc, ils n'en mettent même pas 1 sur 2. Donc effectivement. Mais ça nécessite un travail pour moi vraiment très spécifique. Alors il peut y avoir on peut faire un travail collectif, bien sûr, mais après, ça s'affine individuellement. Pour moi, ça va passer par des routines, quoi.
hein, on n'a qu'à regarder à la télé, ils ont tous des routines différentes. Alors, est-ce que les joueurs qui mettent en place ces routines ont réfléchi aux besoins qu'ils avaient, qui expliquent pourquoi ils font ce qu'ils font quand ils le font? C'est-à-dire que pour moi, pour moi, travailler sur les lancers francs, ça nécessite, que le joueur se pose la question de quoi il a besoin quand il tire des lancers francs. Après, qu'il se pose la question, qu'est-ce qu'il veut faire pour répondre à ses besoins? Et quand il fait ce qu'il fait, à quoi il veut penser quand il fait ce qu'il fait? C'est-à-dire, moi, je constate que, je dis n'importe quoi, hein. Moi, coach, les lancers francs, je flippe, je suis très nerveux, ok? Tu aurais besoin de quoi? Bah, j'aurais besoin de me calmer. Ok. Bah, pour te calmer, par exemple, tu peux faire 2 respirations. Ok, d'accord. Donc ça, il faut qu'il le travaille avant. Et donc, dans sa routine, il doit y avoir 2 respirations en forçant l'expiration par rapport à l'inspire. Ok, ça marche. Après, quant à ça, quand tu es calme, de quoi tu aurais besoin pour que ton pourcentage soit supérieur? Ben, il faudrait que... Et là, donc vous voyez, c'est un travail individuel, quoi. Alors, ce qu'on peut imaginer de façon globale, mais ça serait idiot de vouloir le généraliser à tout le monde. Mais pourquoi pas? Allez, se calmer, ok. Se concentrer sur la cible. Parce qu'on peut se dire, ouais, mais si je rate, donc l'idée, c'est que je vais peut-être avoir des pensées inutiles, je vais mettre à la place de ces pensées inutiles des pensées utiles. Donc, par exemple, regarde le cercle. Fais grandir le cercle. Est-ce que tu peux faire grandir le cercle? C'est sûr que si le gamin fait grandir le cercle, déjà, il ne pensera pas autre chose. Après, mais pareil, hein, je passe en force, moi je ne fais jamais ça, mais imaginons, ça pourrait être utile. Sentir le ballon dans les mains. Sentir le ballon. Donc à un moment donné, j'ai le ballon dans les mains, je le sens bien, ok, je place bien ma main. C'est quoi le repère pour toi principal quand tu tires bien le lancer franc? C'est mon coude qui est haut, très bien. Donc ça serait se calmer, sentir le ballon, sentir mon coude pour lui et faire grandir la cible. Voilà. Voilà, par exemple, ça serait 4 éléments qui seraient utiles pour favoriser la réussite au lancer franc. Mais c'est pas forcé que ce soit ces 4-là pour chacun et dans cet ordre-là. En tout cas, on peut imaginer que ça va être utile. Mais ça passe pour moi par de quoi tu as besoin, quoi. Voilà, de quoi tu as besoin. Moi, il faut que je sente bien mon pied. Ça serait demandé à chaque joueur, quoi. Qu'est-ce qui est important pour toi pour favoriser la réussite? Et l'idée, c'est pas que de lui mettre en tête, il faut marquer le lancer franc. Qu'est-ce qui, dans ton corps, en termes de maîtrise, tu peux faire qui va favoriser la réussite? Vous voyez, je ne suis pas en train de dire pour que tu marques, c'est un peu différent, quoi. C'est un peu différent. Donc, et puis après, lui demander, dans les séances, de mettre ce rituel en permanence en place, le mettre en permanence. Mais c'est vrai qu'en même temps, ça passe aussi par une répétition, répétition, répétition. Ça dépend du niveau des gamins. On a besoin de savoir comment tirer, qu'est-ce que j'utilise, des jambes, des bras, bon. Mais sur cet aspect, on va dire, plus mental, pour s'isoler, se mettre seul sur les lancers francs, oublier l'environnement, oublier les parents, oublier les partenaires, oublier le temps, oublier le score. Bon, voilà des éléments qui peuvent être utiles. Se calmer, faire grandir la cible, sentir le ballon, prendre un point de repère dans mon shoot qui est important, et puis peut-être imaginer la trajectoire du ballon, quoi. Voilà, la trajectoire qui est bien droite. Voilà, ça serait des éléments qui pourraient être utiles pour tout le monde, mais attention, hein, ce n'est pas un médicament, il y en a qui auraient besoin d'autres choses, quoi. Voilà. Et comme je vous l'ai dit au début, quels sont ses besoins, qu'est-ce qu'il fait et à quoi il pense. Si je lui demande d'agrandir le cercle, je sais qu'il pense à agrandir le cercle. Si je lui propose de voir la trajectoire, je sais qu'il n'est pas en train de se dire « putain, si je rate », non, parce qu'il est en train de construire la trajectoire, quoi. Vous voyez? Et les gamins, vous allez avoir des trucs très surprenants, ils vont dire « ah putain, moi je vois la trajectoire ». Et Anthony, c'est de quelle couleur? Elle est bleue, la trajectoire. Putain, génial. Mais la verte. Oh non, bleue. Et les gamins, ils vont rentrer chez eux et « putain, papa, quand je fais des lancers francs », enfin, vous voyez? Du coup, le gamin, s'il va chercher ça, quand il va aller chercher cette ligne bleue ou verte, là, il ne va pas être en train de se dire « putain, si je rate, voilà ». L'idée, c'est de leur faire prendre conscience de quoi ils ont besoin, les isoler de l'extérieur, parce que ça dépend que d'eux, voilà. Et puis de garder un point technique qui est un passage obligé pour que le geste favorise la réussite, quoi. Voilà, j'ai envie de dire. Mais c'est un travail très minutieux qui demande beaucoup avec les joueurs de haut niveau, là, notamment les intérieurs. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, les intérieurs, vous savez pourquoi ils sont moins bons que les autres? Parce qu'il y a une croyance. Que ce soit chez les garçons, chez les filles, moi, à chaque fois que je travaille avec un intérieur sur les lancers francs, on part d'abord le travail sur les croyances. Ouais, mais tu sais, moi, je suis grand, je fais 2,12 m, je ne suis pas adroit au lancer franc. Mais c'est marqué où, ça?
Ben, c'est comme ça. Voilà, vous voyez, et ça, c'est terrible. Donc moi, je pense que le jour où on fera péter cette putain de croyance, ils seront plus adroits, même sans avoir rien fait. Mais déjà, il faut casser cette croyance, et ça, c'est compliqué. Alors après, bien sûr, on fait un travail de pair entre cette croyance limitante, qui est basée sur rien, mais que tout le monde développe, hein, les journalistes, Stéphane Brun, là, sur Squeak, là, c'est ça sans arrêt, quoi. Bon. Et en même temps, il y a ce travail, mais qui doit vraiment être très, très affiné par rapport aux besoins du joueur ou de la joueuse, quoi. Voilà une réponse. Et juste pour enchaîner sur ça, quand tu as vu la France à l'Euro en basket il y a un an, passer, on va dire, 2 tours, donc les quarts et les demi, donc contre la Turquie et l'Italie, on a quand même un Turc et un Italien qui ratent un lancer franc crucial. Qu'est-ce qui se passe, toi, quand tu vois ça de l'extérieur en tant que PM comme ça? Qu'est-ce qui se passe pour des joueurs comme de très haut niveau dans un moment très important? Est-ce qu'il y a eu trop de stress? Est-ce qu'il n'y a pas eu assez? Comment tu portes ce regard-là? Enfin, moi, je pense Après, je te balance ça comme ça, hein, ouais, moi, je pense qu'il faut demander au joueur, hein. Il n'y a que lui qui ouais, sait. Il n'y a que lui qui sait, par un bel entretien d'explicitation, qui puisse verbaliser qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais il n'y a que lui qui sait réellement, quoi. Nous, on peut supputer, ah, j'ai l'impression, mais il n'y a que lui qui sait, quoi. Moi, quand je vois des mecs, le record, c'est quoi? C'est 480 lancers francs, 480 lancers francs d'affilée, je crois. J'entendais, comment il s'appelle, l'entraîneur d'équipe de France là, au Metz, qui disait que lui, son record, c'était 108 d'affilée. Le président Alain Weiss, 104. Bon, voilà, tu as des statistiques de dingue, quoi. Et en match, tu n'en mets pas plus de 75 sur 100. C'est hallucinant. Donc ça veut bien dire qu'il y a des éléments. C'est une perception. Je perçois que le lancer franc, je ne peux pas en mettre plus de 75 sur 100. C'est une croyance qu'on s'est construite. Alors, moi, je pense qu'on n'arrive pas suffisamment à se protéger, quoi. Voilà. Si on arrive à se protéger, se mettre dans une bulle, mais on peut très bien imaginer le tireur de lancer franc qui a envie de shooter très vite comme ça. Lui, il regarde les autres parce qu'il veut épater, j'en sais rien. Mais quand on voit ce que tu dis, là, ces joueurs qui ratent à la fin, bon, bah ouais, là, Mike James qui rate 3 lancers francs d'affilée. Tu dis, mais comment c'est possible qu'il rate 3 lancers francs d'affilée, tu vois? Et pourtant, c'est possible. Donc là, ce qui serait intéressant, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, de quoi tu aurais eu besoin pour, je sais pas, te protéger, te réactiver. Voilà. Là, c'est une vraie question, mais c'est individualisé. Mais souvent, sur les lancers francs, c'est que les joueurs n'arrivent pas à s'isoler. Enfin, moi, le discours que j'ai, c'est qu'ils sont gênés par ce qu'il y a autour. Mais ce qu'il y a autour, ça peut être le score, ça peut être les adversaires, ça peut être leur coach, ça peut être plein de choses. Et puis, le fait qu'ils soient à l'arrêt aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, shooter à l'arrêt, c'est vraiment un shoot bâtard, ça, c'est lancers francs. Jamais on shoot à l'arrêt. Je vois contre des joueurs ou des joueuses qui tirent à l'arrêt là, en match parce que il n'y a pas de défense, bah, ils sont incapables de marquer. Il faut jumper, il faut rentrer dans la balle. Bon, bah là, bon, mais pourquoi ils sautent pas? Moi, j'avais vu des joueurs, je ne sais plus où c'était en Pro B, le mec qui sautait. Il sautait, quoi. Bon, c'est pour moi la difficulté, hein, de s'isoler de l'environnement et puis reproduire du mouvement. On ne reproduit pas de mouvement, ben, trouver une nouvelle motricité, mais qui n'a rien à voir avec le shoot à 3 points, avec le lay-up, avec les petits shoots, avec les alley-oops, quoi. Mais moi, je suis persuadé, tu vois, que c'est essentiellement un problème de croyance. ouais. Notre grand Victor va peut-être détriturer ses croyances, hein. Peut-être, Donc, peut-être. Mais ben, lui, c'est sûr qu'il est hors norme partout, hein, dans tous les sens. Donc, ouais, oui, c'est possible que lui révolutionne beaucoup de choses. Et peut-être ça aussi, pourquoi pas? Pourquoi pas? ouais. Ah ouais, c'est fort possible. Mais est-ce que c'est un grand joueur en taille, ce mec-là? Moi, j'ai pas l'impression, hein. J'ai l'impression qu'il fait juste 2 mètres, hein, et puis c'est tout, hein. Quand je vois sa motricité, donc est-ce qu'on peut le qualifier de grand, quoi, lui? Pourtant, oui, 2 mètres 21 ou 22, oui, il est Ouais, très grand, mais ouais, quand il voit ce qu'il fait, bon. ouais, c'est clair. En tout cas, chez les jeunes, bon, on peut imaginer que chez les poussins, Benjamin, même Mini, bon, parce que pour moi, on fait pas suffisamment de coordination, quoi. Il commence à gros, bon, en poussin, ok, en Benjamin, ça reste un peu loin. Parfois, faut forcer. Enfin, après, ça dépend si c'est du département, de la région. Mais après, en Mini, bon, ils sont un peu trop costauds. Ça manque de coordination. Ça glisse pas suffisamment bien. Bon, mais c'est un exercice, à mon avis, qui n'est pas assez travaillé, quoi. C'est tellement gratuit, ces lancers francs, et quand je vois les stats, c'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant. C'est vrai que c'est des. Enfin,
avant de faire c'est la formation que j'avais fait avec toi, c'est vrai que c'était la routine des lancers francs, c'est quelque chose que tu fais personnellement, que tu apprends à développer. Au fur et à mesure, il n'y a pas eu, moi en tout cas, beaucoup d'entraîneurs qui sont venus me voir pour me poser toutes ces questions que tu as évoquées. Et c'est vrai que la prise de conscience, savoir ce qu'on a, voilà, ce qu'on met en place, je l'ai essayé moi hein, en tant que joueur là avec mes enseignants garçons et voilà, c'est vrai que voilà, il y a des choses qui ont un petit peu des prises de conscience de certains éléments, comme de la respiration, comme des fois le toucher de tes chaussures sur le, voilà, comment tu bascules. Enfin, il y a plein de choses, voilà, qui sont arrivées. Et voilà, en jeune, c'est bon, il n'y a pas que le mental, parce qu'il y a aussi les gestuels de tir. Il y a tout un Bien travail sûr, technique bien à sûr, réaliser, hein, qui est peut-être fois plus important peut-être que le mental. bien Mais sûr. pour des joueurs débrouillés, voilà, cet aspect mental est quand même très Et, important. Et et ce que j'évoquais à un moment donné, là, ce triptyque entre ma tête, mes émotions et mon corps et ma physio aussi, donc ce qui serait le quatrième élément, imagine que moi je suis au lancer franc. Et cette expérience, moi je la fais sans arrêt, je fais de l'hypnose, là je la fais sans arrêt avec des étudiants ou des joueurs. Je leur demande de se connecter. Non, imaginons que je suis au lancer franc. Et avant, je te demande 5 secondes avant, quand l'arbitre organise les mecs, là, ou les nanas, placer, hop, le ballon, je demande aux joueurs ou à la joueuse de se mettre dans une émotion négative qu'il aura anticipée avant. C'est-à-dire que sur l'expérience, je lui dis, bon, tu as une émotion négative, là, un truc pourri, ah ouais, je me suis fait larguer par mon copain, ok, d'accord, très bien, et comment, ah, c'est compliqué, très bien, tu l'as en stock, ça, on va dire copain, ok, copain. 5 secondes avant d'avoir la balle au lancer franc, je lui dis, allez, copain, tu as 5 secondes pour revivre ce moment désagréable, émotion négative, qui va envoyer un comportement négatif. Ça peut être aussi une pensée. Vas-y, tire ton lancer franc maintenant. La physiologie de cette fille est complètement différente. Elle a beaucoup moins d'énergie. Et ça, on le prouve en hypnose. C'est hallucinant. Donc, ça veut dire que si au lancer franc, j'ai même une émotion négative inconsciente, une pensée négative. Ah putain, si je rate, ah juste ça y est, mon corps, c'est plus le même. Quand je vais monter mon coude, ça peut ne plus monter avec autant de souplesse à la Boccolo, là, à, 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 à Monaco, enfin, cette souplesse, cette beauté qu'il a, bah, ça va être comme ça. Du coup, c'est plus le même shoot. Voilà. C'est tellement fin l'adresse. Donc, ça veut dire que c'est multifactoriel, quoi. L'idée, ça serait de faire un reset, d'apprendre à faire un reset, et hop, voilà. Et plus je mets de joie, plus je mets de sourire, plus je mets d'envie, plus ça va être facile que mon corps soit délié. Mais dès que je suis soumis à une expérience, à une émotion négative, derrière mon corps, c'est plus le même. Donc ça nécessite une connaissance de soi, fine, hein, très fine, parce que ça, c'est des phénomènes inconscients qui se jouent, hein, c'est inconscient. Et juste, je reviens sur le diapo que tu as marqué au début. Comment créer du stress? Et c'est vrai qu'on est un peu interpellé, on ne dit pas pourquoi il nous dit ça. Ah Mais ouais. je prends des fois des fois des équipes, ça me fait penser en tout cas à des fois des saisons où bah, on va peut-être gagner facilement des matchs. Voilà, on a un groupe très fort en départ hein, ou en région, et on sait qu'on va dominer tout le temps. Donc peut-être créer ces incertitudes sur les entraînements vont participer au fait de réguler, on va dire, un petit peu ce stress-là, et l'entraîneur aura ce rôle-là en tout cas de Bien mettre sûr, son équipe en difficulté. Voilà, même s'il ne le ouais, bien saura sûr. pas il le saura pas pendant le match. Il le sait que le samedi, il va gagner 80. Ok, bon, bah, au moins, notre match, ce sera peut-être le mercredi ou le jeudi à l'entraînement. On va mettre des choses en place, quoi, pour que ce soit sympa, quoi. Bien sûr, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Mais par exemple, là, si on revient, ouais, vous l'avez là sous les yeux, là, le Ouais. profil d'aptitude au défi, là. Imaginons que nous, nos ressources, c'est énorme. On a tout ça de ressources. On a, je crois, 80, enfin, ça veut rien dire. Et puis la demande, ouais, c'est jouer contre une équipe de tocards. Ils marchent à peine, ils savent à peine marcher. Bon, c'est des débiles. Bon, on est ici. Et si nous, on sait que, alors ça, c'est dans nos croyances, hein, dans nos représentations, la perception, ce que laisse dire l'entraîneur ou ce qu'il pense aussi. Du coup, c'est pas dit, mais c'est tout le monde pense à ça réellement. Du coup, on va arriver au match. Ben, on va pas s'échauffer. Moi, c'est des baltringues, des trompettes. On s'échauffe pas bien. Il y en a un qui monte un peu au cerf, qui retombe, bing, il se tord la cheville. Ah, oh putain, entorse de cheville, les autres, oh merde, ah, sans lui, ça va être plus dur. Et c'est un tout autre match, alors qu'on devait leur mettre 40 ou 50 points. Hein. Bon, l'idée, c'est de contrôler ça, de contrôler les pensées qu'on peut avoir vis-à-vis de l'équipe adverse. Et imaginons que ce soit vrai. Voilà. L'idée, ça va être, pour éviter qu'on soit dans cette zone de certitude qui n'est pas forcément
alors que nous, c'est plutôt là où on est les plus forts. Eh bien, ça va être nos ressources, on ne va pas dire aux gamins, ouais, vous êtes nuls, vous êtes des tocards. Non, non, gardez vos ressources, tellement dur de construire la confiance chez les jeunes, enfin chez tout le monde. On va augmenter la demande. Ok, les gars. Bon, d'habitude, on perd combien de ballons? 24 ballons. Le match sera réussi si on perd que 15 balles. Au rebond, on doit prendre les 2 tiers des rebonds. Les 2 tiers de rebonds. En attaque, en défense, avec le ratio tir tenté, tir réussi, rebond off, les 2 tiers. Et je ne sais pas, par quart-temps, on doit prendre. Vous voyez, on va augmenter la demande. On va augmenter la demande. Il y aura la victoire, a priori, qui peut être facile, mais on va augmenter la demande pour que les gamins se trouvent en zone d'incertitude, qu'ils aient envie de. Puis ils vont progresser du coup, parce que la maîtrise va être tellement difficile aujourd'hui que il va falloir faire très très peu d'erreurs, donc jouer juste beaucoup plus souvent. Voilà. Donc c'est pour ça que ce schéma est hyper important. On sait facilement au bout d'un moment où est-ce qui est plus forte mon équipe. C'est quand on joue des équipes de notre niveau, des équipes plus faibles ou des équipes plus fortes. Enfin, c'est là où la maîtrise est meilleure. Et ben, du coup, il va falloir ramener l'équipe dans cette zone-là pour optimiser leur potentiel. Ok. C'est bon, Anthony, t'as plus de questions? Pardon, Élise, excuse-moi. Non, je rigole. Moi, j'avais juste une petite question. Des fois, dans les équipes, il peut y avoir, on va dire, un joueur qu'on va appeler entre guillemets, de meneur, pas par sa situation dans le jeu, pas meneur, je mène la balle, mais meneur dans le comportement. Et si, par exemple, lui-même, il ne réussit pas ou il est en échec, ça peut se répercuter sur l'ensemble de l'équipe, alors que c'est pas forcément le but, mais de jeu, il va le dire sur le banc, il va dire plutôt on réussit pas, on fait mal les choses, etc. Comment nous, en tant qu'entraîneur, on peut réagir à ça? Parce que même si nous, on peut essayer de dire non, c'est pas vrai, voilà, de renverser la situation, des fois, parce que ce joueur, il est un peu meneur et que tout le monde pas le bad, mais le voit un Ouais, peu comme le sauveur, et ouais, ça peut mettre en difficulté l'équipe. ouais. Alors moi, j'aurais 2 réponses. La première, c'est qu'est-ce qu'il rate? Il rate des tirs. Il n'est pas aussi adroit que d'habitude. Ça serait sa performance. Mais en termes de maîtrise, rien ne l'empêche de défendre, rien ne l'empêche d'aller attaquer le cercle parce que c'est un joueur leader. Enfin, il peut avoir des comportements en termes de maîtrise qui vont être utiles pour l'équipe. Qu'il n'ait pas la réussite, bon, ok, d'accord, mais pour autant, est-ce qu'il a le droit de plus s'engager autant quand il prend des shoots parce qu'il en a raté 4? Est-ce qu'il a le droit de faire n'importe quoi en attaque? Est-ce qu'il a le droit de ne pas défendre? Toi, ça serait de la maîtrise. Donc il faut bien dissocier sa performance. Il est à 1 sur 7 à 3 points. Et puis, ce qui l'engage, est-ce que quand il tire, on peut filmer et on dit, bah, attends, et là, tu rentres dans le ballon, d'habitude, tu fais pas ça, là, on voit que tu n'as pas envie de shooter, tu vois. Donc ça, par contre, là, on peut vraiment lui rentrer dedans s'il ne respecte pas ses objectifs de maîtrise, parce que ça dépend que de lui. Après, sur le banc, pour moi, c'est à l'entraîneur de construire le cadre sur le banc. Sur le banc, tu fermes ta bouche. Sur le banc, tu souris, mais tu n'as pas le droit de dire on est nul. C'est interdit, ça. Tu vois. Alors après, c'est à vous de mettre ça dans votre cadre. Mais le stress, c'est une pollution. Je vous ai dit, il y a un joueur qui sort et qui rentre sur le banc, il pleure. Un deuxième, tout le monde pleure. Donc l'attitude des joueurs sur le terrain est fondamentale. Alors en plus de ça, si c'est un leader ou une leader, mais attends, c'est inadmissible, quoi. Je veux dire, c'est parce que l'athlète va prendre essentiellement comme référentiel sa réussite. Tout à fait. La réussite, c'est intéressant, mais qu'est-ce qui va faire de toi une belle personne? Qu'est-ce qui va faire de tes joueurs ou tes joueuses des belles personnes? Mais c'est la maîtrise, tu vois. C'est tous les jours se mettre à la tâche, progresser un peu, rater, mais comme le climat est motivationnel, il y a une ambiance correcte, bienveillante dans l'équipe, ben je continue, et ça va construire ma maîtrise. Mais c'est pas le fait des champions de l'Aveyron. Champion de l'Aveyron, tu Oui. n'auras jamais de réduction à la boulangerie parce que tu es champion de l'Aveyron. Mais par contre, si en termes de maîtrise, tu as toujours mis de l'engagement quand c'était dur, ben, la boulangère, elle va peut-être t'embaucher parce que tu vas être quelqu'un d'intéressant pour travailler la boulangerie, tu vois. Donc, c'est cassé, toi. C'est la première question qu'a posée Anthony, pour moi, c'est une question de philosophie. Il faut renverser
on joue que pour gagner. Oui, on joue pour gagner, mais une fois qu'on a dit ça, ça c'est anxiogène et ça c'est facteur de stress parce qu'il n'y en a qu'un sur deux qui va gagner. Donc l'idée c'est oui, on a ça en tête, c'est-à-dire qu'on va se dépouiller sur le terrain pour gagner, mais maintenant, c'est tout ce qui dépend de moi. Et c'est là où on va pouvoir me reprocher les choses. Donc, par rapport à ce joueur, son comportement sur le terrain doit rester digne, il doit respecter les critères de maîtrise. Et sur le banc, le deuxième élément, il a ferme, surtout si c'est un leader. Tu vois, c'est inadmissible. Donc là, il a un comportement nuisible. Il y est pour rien, le gamin, c'est qu'il n'arrive pas à se gérer. Moi, je veux leur apprendre à se gérer, tu vois, je veux leur apprendre à se gérer. Et je me mets à sa place. Moi aussi, j'aurais envie de me mettre la tête sur le banc, d'hurler. Le problème, c'est que tu ne peux pas le faire maintenant. Tu peux aller le faire à la mi-temps, tu vas aller dehors, tu vas hurler, mais pas là, quoi. Parce que tu es sur un sport co et ben, leur expliquer qu'il y a une pollution qui va se créer. Et du coup, si le leader pète les plombs derrière, ben, du coup, c'est pas un bon leader, quoi. Tu vois, c'est pas un bon leader. Et l'idée, ça serait d'avoir aussi un leader. Moi, je parle de leader affectif. Pas forcément le meilleur joueur, tu vois, mais c'est celui qu'on écoute tous, c'est celui qui a un impact sur les autres, qui a du charisme. Alors souvent, c'est le meilleur joueur, c'est vrai. Mais on peut imaginer un meilleur joueur qui est détestable ou une meilleure joueuse qui est détestable, parce que très égocentrique et très égocentré. Bon, du coup, comment l'utiliser dans l'équipe? Ça, j'ai envie de dire, bon courage. Ça, c'est compliqué d'avoir des bons joueurs, des bonnes joueuses qui sont, pour nous, caractériels, chiants vis-à-vis du collectif. Comment on les gère? Ça, c'est complexe. Mais c'est bien, tu vois, d'avoir ce leader affectif qui va redynamiser. Tu vois, par exemple, c'était quoi Monaco, là, quand Ouattara il rentre en troisième quart-temps contre le Real de Madrid. Bon, pendant les deux premiers quart-temps, Monaco a du mal à trouver la défense sur pick and roll, c'est compliqué. Et puis ils défendent, mais ils défendent pas comme ils peuvent défendre. Ouattara il rentre, il impulse une dureté, mais juste dans sa maîtrise. Je ne sais même pas s'il marque des paniers, mais en termes de maîtrise, le coach lui dit attends, tu rentres. Et derrière, ils sont tous mis à défendre. Enfin, tu vois, donc c'est pour montrer que on est pollué par le comportement des autres, quand c'est positif, quand c'est négatif. Mais là, on va insister sur la maîtrise de ce mec, défend comme un dingue, comme un chien. Voilà. Et tout le monde peut faire ça. Mais la réussite, par contre, ouais, c'est la spécificité de notre activité. Mais voilà, donc j'ai envie de dire, ben, c'est difficile à gérer ces gens-là, mais en tout cas, il doit la fermer, quoi. Lui montrer que là, c'est nuisible et que c'est intolérable pour tout le monde, quoi. D'accord, ok, merci. De rien. Bon, est-ce que vous avez... comment vous sentez par rapport à ce que j'ai proposé, hein? Moi, je me suis vraiment posé la question, même si pour moi, ça n'aurait pas été la question. Pour moi, on est plutôt sur des champs attentionnels que le stress. Pour moi, c'est plutôt ça qui est source de stress. C'est qu'à un moment donné, mon attention n'est pas au bon endroit, au bon moment. Voilà, ce serait plutôt ça, mais ce n'est pas grave. Mais voilà, comment vous sentez? Est-ce que vous avez des billes, là? Est-ce que ça vous semble un peu clair? Pas du tout. Enfin, tout est possible, hein, sachant que dans ce que je vous ai dit depuis le début, rien n'est vrai. Voilà, c'est juste ma façon d'avoir vu les choses là cet après-midi, d'avoir monté le truc. Mais bon, demain, ça pourrait être différent, quoi, bien sûr, hein. Léla, est-ce que ça te va? Cécile ou Sarah? On les a perdus. Oui, bonsoir. Je suis désolée, moi j'ai pris un cours de route un petit peu, mais voilà, c'était à partir du moment où j'ai pris, c'était très intéressant et oui, ça permet de réfléchir un petit peu sur notre comportement en tant que coach sur le bord du terrain et moi en tout cas perso, ça me donne des petites pistes de réflexion et d'amélioration à avoir pour essayer d'encourager mes joueuses, de les faire progresser. Ouais, moi j'aurais envie de te donner comme image, rappelle-toi quand tu étais toute petite et que tu as appris à marcher, peut-être tu avais la chance d'avoir ta famille autour de toi, là, donc tu te mettais debout et puis tu faisais 2 pas et tu tombais par terre et tout le monde applaudissait alors que tu étais en échec et tu te remettais debout à 4 pattes et puis hop, tu tombais en arrière, peut-être sur ta couche, tout le monde applaudissait et puis après tu refaisais 2 pas, puis tout le monde était joyeux alors que tu te cassais la gueule sans arrêt, quoi. Et ça va bien quand on est tout petit, mais après, quand tu rates un panier, les gens sont dans les tribunes, oh, Léop, il est nul, tu vois. Donc pour moi, c'est l'impact de l'environnement qui fait que le stress devient de plus en plus présent, parce que quand nos ancêtres, il y a 30 000 ans, eux, le stress, c'était par rapport à la survie, hein. C'est parce qu'on allait se faire bouffer par des animaux, on n'avait rien à bouffer, c'était ça le stress.
Aujourd'hui, c'est plus ça, le stress. Bon, il y a encore des gens qui ont du mal à habiter, je suis d'accord, mais globalement, le stress aujourd'hui, c'est l'ego, mon ego. Tu n'avais pas d'ego quand tu te cassais la figure quand tu étais petite. Aujourd'hui, ben, casse-toi la figure dans la rue, là. Tu vas voir les gens, tu vas vite te remettre debout. Mon ego, on va croire. Voilà. Et pour moi, l'entraîneur participe inconsciemment à ça. Le contexte, les parents sont, c'est terrible, c'est terrible. Les partenaires. Donc, aujourd'hui, le stress, c'est plus la survie, hein, c'est notre ego. Et si on arrive à mettre notre ego de côté, accepter de rater un lay-up, et c'est pas grave, je reviens vite en défense et je suis pas en train de me dire putain j'ai raté, qu'est-ce qu'on va dire? Et du coup je défends plus et puis je fais faute et l'entraîneur me sort. Ben ouais, l'ego. Voilà. Mettons notre ego de côté et ça ira mieux. Et moi, pour moi, c'est l'environnement, donc les entraîneurs, les dirigeants, les parents, l'éducation nationale qui met un point d'honneur à faire en sorte que le stress soit présent aujourd'hui, ou que du moins on le perçoive pour préserver notre ego, quoi. Tu vois, pas plus tard que avec qui j'étais des étudiants en STAPS, là, il me disait, il entraîne au Metz à Paris, là, les espoirs, et il me dit, j'aurais donné un exercice, je leur ai dit en 10 minutes, il faut marquer le plus de points possible. Il avait mis des paniers à 2 points, donc au niveau des lancers francs, à 3 points au-delà de 3 points, et il avait mis un panier à 7 points qui était à 9 mètres. Et il fallait marquer le plus de points possible en 1 minute. Et il me dit, mais c'est dingue. La plupart des joueurs, ils ont tiré à 9 mètres. Je lui dis, mais pourquoi ça t'étonne? Bah quand même, je dis, mais c'est l'ego, ça. Si tu marques, tu es le héros. Si tu rates, bah, tirer à 9 mètres, c'est normal que tu rates. Mais si tu tires au niveau des lancers francs, que tu en rates 2 d'affilée, t'es nul, quoi. L'ego derrière. Donc du coup, ben, on va préférer l'exploit, tirer du milieu du terrain, parce que si on marque, on est le héros de la soirée. Si on rate, c'est normal, c'est du milieu du terrain. Voilà, l'ego. Bon, ouais, je pense que c'est bon là. On a 10. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Oui, en tout cas, merci beaucoup parce que c'était très intéressant et je pense que ça peut servir à de nombreux entraîneurs même qui n'étaient pas présents ce soir mais qui peuvent le revoir ou qu'on transmettra. Donc voilà, je tiens également à vous remercier. Ok, tu peux me tutoyer. Si j'ai les cheveux un peu blancs, c'est l'éclairage qui n'est pas très bon, mais tu peux me tutoyer, hein, t'inquiète. Ok, écoute, tant mieux. Si ça peut être utile, tant mieux. Oui, puis moi je pense qu'on va clôturer. On va clôturer. Merci à toi Philippe d'être venu, d'avoir accepté de venir pour cette visio. Voilà, peut-être que sur d'autres sujets, sur une prochaine soirée, on t'invitera à nouveau parce que voilà, c'est toujours beaucoup d'éléments. En plus, tu as été basketteur, tu as été entraîneur, et ça fait le lien vraiment avec le terrain. Donc, il y a beaucoup d'exemples que tu as cités. Donc voilà, c'est très, très riche pour ça, en tout cas. Voilà. Okay. Eh ben, Merci. avec plaisir. Merci pour votre attention. Je vais t'envoyer le PowerPoint là. Voilà, je vais te l'envoyer en fichier PDF. Et puis, si vous voulez travailler sur les lancers francs, c'est vraiment un truc. Moi, je me passionne à travailler avec des joueurs adroits. J'ai la chance de bosser avec un mec très adroit que vous connaissez. C'est passionnant de travailler avec ces mecs-là. Donc là, c'est un homme. C'est passionnant parce que ça ne joue à rien. Enfin, c'est une psychologie vraiment très particulière et les lancers francs en font vraiment partie, quoi. Mais moi, je dis 73 ou 75% de réussite au lancer franc, c'est pas au niveau, quoi. C'est pas au niveau, c'est qu'on travaille pas suffisamment ça. Voilà, on peut largement progresser. Les Ricains sont à 83. On n'est pas plus con qu'eux. C'est pareil, on devrait y arriver, mais encore faut-il engager du travail et une réflexion autour de ça, quoi. Bon, au plaisir de vous croiser. Je vous souhaite de passer une bien belle soirée. Et puis, à une prochaine dans l'Aveyron, en Lozère, à Paris ou je ne sais où. Et tu viens quand tu veux dans l'Aveyron, hein. Si tu y passes, en tout cas, tu me dis. Et puis, Avec plaisir. Avec plaisir. Allez, merci Philippe. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Bye bye. Merci, au revoir. Au revoir.